les dépenses du pays français sont dramatiques. En France, il y a une étude qui dit qu'un chef d'entreprise, il passe genre 190 heures par an à juste faire des papiers. C'est vraiment un paradis la France pour les gens classe moyenne. Est-ce que vous pensez encore qu'il est possible de réussir en France avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui ? Bonjour à tous, bienvenue à la maison. Vous êtes sur mon podcast Vraiment Riche. C'est le seul podcast français où on va parler d'argent, de réussite sans complexe. On va pas mâcher nos mots, ça va pas être tiède, on va être cash. On va parler de la création de valeur jusqu'à la dépense du jet privé. L'objectif, c'est de parler de business, d'investissement, comment gagner de l'argent, comment l'investir, mais aussi comment le dépenser. Le lifestyle, c'est important, ça crée du rêve, ça crée de l'envie et on va faire en sorte de motiver les Français à réussir. Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est compliqué. Dans le pays, on va aborder plein de sujets passionnants. Ça va aller de la longévité, en passant par la création d'entreprises, les grandes tendances, l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est que vous ayez les réflexes pour réussir. Et l'idée, c'est d'avoir des personnes qui ont vraiment réussi, qui sont vraiment riches. Aujourd'hui, dans l'écosystème, malheureusement, il y a beaucoup de menteurs, beaucoup de gens qui donnent des conseils sans avoir réussi par eux-mêmes. Toutes les personnes que vous verrez sur ce podcast auront réussi, auront vraiment gagné de l'argent et seront crédibles pour vous donner un maximum d'informations. Je suis accompagné de deux super personnes que j'adore. On a des profils différents, donc on va souvent être en désaccord, mais c'est aussi la beauté du modèle. Vous allez pouvoir vous reconnaître dans certains profils. Déjà, mon cofondateur que certains d'entre vous connaissent, Samuel Guez, qui est un très très bon entrepreneur avec qui je n'aurais jamais pu réussir Blast, et Roméo, gros profil aussi business, qui connaît tout sur le bout des doigts. Il a plus de 500 000 abonnés, il est au contact de toute l'actualité et il va pouvoir servir de curateur, de fact-checker. Ça va être passionnant d'avoir sa vision quasiment journalistique. On va commencer aujourd'hui sur un sujet qui nous touche tous. Peut-on encore réussir en France? On sait à quel point le pays est compliqué, que ce soit d'un point de vue politique, sécuritaire, fiscalité. On va vous donner tous les tips, dans quel pays vous devriez vous expatrier si vous voulez payer moins d'impôts, comment réussir à lancer sa boîte et à l'optimiser, comment utiliser les nouveaux outils, même si la France est en retard sur l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est de vous donner un maximum de valeur que vous allez pouvoir utiliser dans votre quotidien. Bonjour Samuel, peut-être tu veux te présenter rapidement pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore? Hello Anto, écoute, tu as fait ça très bien, merci. Donc je suis le cofondateur de Blast, effectivement. Tu le sais mieux que personne, on a créé cette boîte ensemble il y a 4 ans maintenant. Et pour la petite histoire, j'ai une formation moi en finance à Dauphine. J'ai fait un petit passage dans une société de gestion. Donc l'investissement et la finance, c'est ma passion première. Et puis après, par la force des choses, j'ai été entrepreneur où j'ai monté 3 boîtes successives. Toutes dans la bougie parfumée, pas par passion pour le parfum, juste parce que je pense dans le business pour gagner, il faut avoir un edge. Il se trouve que je l'ai trouvé dans la bougie. Et j'ai cédé cette dernière boîte, la 3e, donc en 2022, avant de lancer Blast avec toi, il y a bientôt 4 ans maintenant. Ce qui est marrant, c'est que j'avais investi dans My Jolly Candle. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Comme quoi, il faut toujours essayer. Et c'est quand vous tentez des choses que vous créez des connexions. J'ai investi 100 000 € dans ton 2e tour de table, je crois. Exactement. J'étais à ton board. Et en observant ta manière de travailler, je m'étais dit, c'est dingue parce qu'on est très complémentaires. Il fait des choses que moi, je ferais pas du tout. Et inversement, on a continué à faire des petits business ensemble, des investissements, parce qu'on arrivait à analyser les dossiers de manière assez coordonnée. Et naturellement, on en est venu à créer ce projet Blast. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir lier à la fois le respect qu'on a pour une personne, quasiment l'amitié, j'ai envie de dire, même si on a cette relation assez particulière qui fait qu'on se voit pas en dehors du business, mais on se fait, je pense, très confiance. C'est-à-dire que on a cette proximité que je saurais pas comment qualifier. Et donc, entourez-vous toujours. C'est le premier feedback de personnes que vous appréciez, que vous respectez et que vous admirez aussi, même si c'est des skills qu'on n'a pas forcément. Et donc, je suis ravi de pouvoir partager. Les membres adorent quand on parle tous les deux parce que lui a vraiment la vision très finance, très carré, très pragmatique, père de famille, 2 enfants. Ouais. C'est vraiment la force tranquille quand moi, je vais être un peu plus le petit con, mais qu'on aime bien détester, chacun avec ses spécialités. Pour qualifier notre relation, moi j'aime bien dire t'es mon âme sœur professionnelle. Voilà, c'est comme ça que je le présente. Ma moitié professionnelle. Voilà. Et puis on a Roméo aussi, ravi de te rencontrer. On se connaît depuis moins longtemps, mais j'adore aussi ton contenu et je suivais ce que tu faisais. Et quand on a voulu faire le podcast, immédiatement
j'ai pensé à toi, je me suis dit, ce serait cool d'avoir ce troisième profil qui va apporter vraiment la cohérence. Tu es au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème, donc c'est super de t'avoir. Merci Anthony, merci Samuel. Donc moi je suis Romo Bach, je suis créateur de contenu, ça fait 3 ans que je fais des vidéos et aujourd'hui je suis quasiment à 500 000 abonnés sur toutes mes plateformes. Donc moi en fait ce qui me passionne par-dessus tout en fait c'est les 0 to 1. Donc rien que d'être à côté de vous c'est super parce que vous êtes l'exemple un peu en France du moment des 0 to 1. J'ai eu l'habitude de commencer avec les milliardaires et en fait c'est vraiment des gens qui m'ont donné envie de toujours me battre et d'être entrepreneur et de continuer la lutte parce qu'entrepreneur c'est difficile, vous y arrivez jamais du premier coup, il faut savoir énormément de choses pour pas tomber dans les pièges et je trouve que c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, un peu comment 2 entrepreneurs et un créateur de contenu réussissent à faire quelque chose d'incroyable de leur vie. En sachant qu'on vient tous d'un milieu plutôt standard, donc tout à fait. plus ou moins kata en fonction de nos histoires respectives, mais globalement il y en a pas un qui a hérité, dont le père était CEO, etc. Donc c'est un message d'espoir pour les gens qui nous regardent. Si on l'a fait, vous pouvez le faire aussi. Tout à fait. On a choisi de le faire à la maison parce qu'avec un nom qui s'appelle Vraiment Riche, je pense que c'est le meilleur exemple. Et l'objectif, c'est pas d'en foutre plein la vue, c'est pas de dire regardez tout ce que j'ai, c'est plutôt de motiver, de dire on a réussi à le faire en partant vraiment de zéro. Et il y en a beaucoup qui le disent, mais c'est souvent rare dans la réalité. Donc vous pouvez le faire aussi. Et d'ailleurs, c'est une chronique qu'on va mettre en place parce que la question qu'on me demande souvent sous les réseaux, c'est combien ça coûte. Combien ça coûte ta maison, combien ça coûte de faire une expatriation fiscale, combien ça coûte un lifestyle de riche, quand tu fais une soirée en boîte, le prix de ta voiture. Et on va revenir sur tous ces sujets, non pas pour encore une fois se focus sur l'argent, mais plutôt pour expliquer et donner de la perspective. Parce que quand j'étais jeune, je pensais vraiment qu'1 million d'euros c'était un truc de fou. Et en réalité aujourd'hui, je me dis mais 1 million, mais tu peux rien faire en fait littéralement pour avoir un lifestyle évidemment assez élevé. Et donc ça va être passionnant de montrer aux gens que il faut beaucoup d'ambition parce que si tu veux avoir ce genre d'environnement, ça va envoyer dur. Et pour avoir de l'argent, le premier sujet c'est de pas payer trop d'impôts parce que sinon tout ce que vous allez gagner, on va vous le prendre. Je schématise un petit peu en disant que moi j'ai décidé de quitter la France pour des raisons uniquement d'impôts, parce qu'il y a plein d'autres arguments qui m'ont poussé. Il y a la sécurité, il y a un désalignement avec la politique que je vois dans mon pays, beaucoup de retard, un problème de mindset, d'état d'esprit. Globalement, on va y revenir parce que la sécurité, c'est un sujet passionnant et il y a d'énormes problèmes. Mais ce qui est cool, et c'est ce qu'on va essayer de faire toujours dans le podcast, c'est que avec Samuel notamment, on a beaucoup creusé ces sujets de fiscalité. On a payé à titre perso sûrement des dizaines de milliers, voire plus d'euros des avocats spécialisés, et donc on va pouvoir vous raconter quelles sont les possibilités, quel pays vous pouvez choisir. Et Sam, t'es très bon sur les chiffres, donc je te laisserai là-dessus, mais globalement aujourd'hui quand vous êtes en France, vous payez beaucoup d'impôts, c'est quasiment impossible d'économiser quand vous avez travaillé pendant des années. On a identifié avec Sam différents pays. Moi j'ai choisi la Grèce à titre personnel. La Grèce, il y a tout le monde aussi qui parle de Dubaï. Bon, là, en ce moment, c'est un peu plus tendu, forcément. Mais à titre perso, j'étais pas chaud d'aller là-bas parce qu'il y avait, dans tous les cas, 6-7 heures d'avion. Le style de vie me correspondait pas. On va revenir dessus. En plus, il y a beaucoup de pièges avec Dubaï. Ça marche pas aussi simplement qu'on pourrait le penser parce qu'il y a une convention qui est plus dure que quand c'est un pays européen. Vous pouvez aussi aller en Géorgie, le Portugal. Il y a la loi Beckham avec l'Espagne. J'ai tout regardé. J'ai tout regardé. Et même Miami, en fait, c'est intéressant. On n'en parle pas souvent, mais même Miami aux US, à certains moments précis, et on va revenir dessus, ça peut déclencher quelque chose de cool d'un point de vue fiscalité. Il y a l'Italie qui a mis un forfait en place également, donc il y a beaucoup de possibilités, et je pense sincèrement que la France devrait être capable de réinventer sa fiscalité, parce qu'au lieu de vouloir aller dans le bon sens, ils ont même tendance, comme a voulu le faire les Pays-Bas, à remettre une forme d'ISF même sur la valeur des titres que tu n'aurais pas encore vendus. Mais ça va aussi dans l'autre sens. Tu regardes l'Italie et le Portugal notamment. L'Italie a augmenté son forfait au fur et à mesure. Le Portugal, à un moment, sur les plus-values, étaient à zéro, ils en sont revenus. Donc il y a eu ces pays, peut-être la Grèce va en revenir aussi. Donc ces pays qui veulent attirer les riches au début, et pour des raisons que j'ignore pour l'instant, en tout cas, ils sont en train de revenir. Et c'est sûrement parce qu'il faut de toute façon remplir la caisse. Ce que j'aimais avec la Grèce, t'en parles. Alors la Grèce, si je résume, pourquoi il y a des gens qui vont pour la fiscalité, c'est que tu payes uniquement 5% sur les dividendes. Donc, quand tu es entrepreneur et que tu as beaucoup d'argent sur ta holding, tu peux te le descendre à 5%, alors qu'en France, ça t'aurait coûté une flat tax à 34%, qui est en train de monter un petit peu plus chaque année. Et avant cette flat tax en France, tu t'es tapé l'IS, tu t'es tapé plein d'autres charges, évidemment. La Grèce, c'est passionnant parce que tu n'as même pas besoin d'avoir un forfait, c'est-à-dire que tu as la possibilité de faire un non-dom. Donc, non-dom, c'est quand tu as des revenus de l'étranger, tu n'es pas domicilié en Grèce, et tu payes 100 000 par an, ce qui est un petit forfait. Mais tu peux même faire du non-dom.
du DOM, ce qui est mon cas, où tu ne payes pas 100 000 euros, tu dois juste mettre ta holding dans le pays, donc c'est assez simple à faire, et à partir du moment où ta holding est grecque, tu ne payes que 5% sur tes Après, dividendes. faut cadrer, en vrai, pour ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que on peut voir la chose différemment. Tu peux te dire comment j'optimise fiscalement si je gagne 50, 100 000 euros, 200 000 euros par an, qui sont déjà des très beaux salaires proportionnellement à ce qu'on gagne en France. Après, tu peux te dire dans le ventre mou où tu as une boîte qui va faire entre 1 et 5 millions de CA. Là aussi, c'est un sujet un peu différent. Et après, tu as la fiscalité du capital quand tu fais des plus-values, où là, ouais, en France, c'est vraiment hardcore. Et si tu sors un billet de 3, 4, 5 millions, à mon sens, c'est à partir de là que la question de l'expatriation, elle se pose. Avant ça, c'est un petit peu trop tôt, trop coûteux, déraisonnable. Tu as souvent un poste, tu es souvent accroché quelque part. Et là où je te rejoins pas pour le coup, c'est je trouve qu'en France, autant, on en parlera peut-être après, mais il y a une très grosse complexité administrative qui fait que tu as très mal à la tête très vite. D'ailleurs, il y a un chiffre de fou. En France, il y a une étude qui dit qu'un chef d'entreprise, il passe genre 190 heures par an à juste faire des papiers. Genre, c'est juste assez incroyable pour répondre à toutes les entités, que ce soit le FIC, que ce soit l'URSSAF, le tribunal du commerce, l'OPCO, la médecine du travail. Bref, il y en a 12 comme ça, c'est sans fin. Ouais, c'est fou. Mais, en vrai, quand tu commences et que tu fais l'équivalent de l'auto-entrepreneur, c'est micro-entreprise, globalement, tu peux créer ton entreprise en slip dans ton salon en 30 minutes sur Internet. Tu peux aller jusqu'à 90 000 de CA. Et à la fin de l'année, tout compris, all in all, charge impôt, tu vas payer 28-29%. Je trouve que c'est très fair, c'est pas confiscatoire, c'est simple. Et pour le coup, je trouve que la France, elle fait ça plutôt bien. Là où c'est plus compliqué, c'est quand tu as une boîte où effectivement, tu commences à faire 4-5 millions. Et là, tu veux, admettons, je sais pas, te faire un salaire de 10 000 euros net, ce qui est beaucoup d'argent. Quand je dis net, c'est après les charges salariales, après les charges patronales et après tes impôts perso. Bah là, globalement, ça te coûte, je crois, c'est 2,40 € pour chaque euro que tu perçois à ta boîte. C'est 67% de taxes. Là, c'est vraiment, vraiment hardcore. Voilà. Donc, il faut catégoriser. Et après, tu as la fiscalité du capital, où là, si on va au bout, bah, effectivement, en France, tu as dit 34, mais c'est encore plus récemment. Et tu as en plus une CEHR, contribution exceptionnelle sur les revenus, où tu peux monter à 36-37. Commence à être violent. Donc, un mec qui fait 5 millions de cash-out, il se prend 1,7 million dans la face, avec ses 35%. Alors qu'effectivement, tu vas en Italie, tu prends 300 000. Tu vas en Grèce, tu prends 100 000. Historiquement, au Portugal, c'était 0, t'en es revenu. Tu vas en Belgique, je crois que c'est capé à 10%. Donc là, pour le coup, tu as des vrais millions d'écarts. Et c'est là, à mon sens, que la question de l'expatriation, elle se pose. C'est quand tu vas matérialiser une cession de ta boîte, un bout de cession, ou alors tu as une boîte qui t'envoie 4-5 millions de dividendes par an. Ce que tu dis, c'est que la France, c'est bien pour commencer. C'est mais super c'est le pour scale commencer. qui est un peu plus compliqué. C'est sûr que quand tu parles en millions, moi, je le vois, ça fait, on va dire, quelques années que je prends 20 millions par an sur ma holding et que je voudrais me descendre. Ok. Donc, quand tu fais le calcul, ça me fait économiser entre 6 et 8 millions par an d'être dans un autre pays. Et donc, en fait, ça devient indéfendable. Et donc, moi, je viens on va dire, de la classe vraiment populaire. Mon père était contrôleur de train, ma mère était vendeuse, donc j'ai un peu le complexe de me dire que j'ai l'impression d'avoir trahi ma patrie, mais d'une manière tout à fait transparente. Quand tu fais le calcul et tu te dis, moi, ma mission, c'est de mettre ma famille à l'abri, pas de faire du bien aux gens que je connais pas, en sachant que je trouve que les services publics sont dramatiques en France. L'école est catastrophique. Moi, j'ai été dans des endroits publics toute ma vie. C'était atroce. C'est-à-dire que j'avais du retard à tous les niveaux comparé à mes potes qui étaient dans les bonnes écoles. Et en fait, je veux pas contribuer à cet état d'esprit. Et je suis d'accord que d'un point de vue fiscal, la France est pas mal pour commencer. Mais tout ce qui est à côté est un problème. L'état d'esprit, ta sécurité, les gens que tu vas croiser au quotidien, les médias qui sont un vrai sujet qu'on va aborder aussi. Mais ça dépend qui t'es, en vrai. Tu vois, si tu trouves que tu as réussi, tu as fait de l'argent, tu as gagné 5 millions et tu trouves ça très juste d'en rendre 1,7 million à la société parce qu'en vrai, bah, dans ta tête, tu es plutôt à gauche et tu dis qu'il faut aider les autres et qu'il y en a qui n'ont pas eu ta chance et que, bah, en vrai, l'insécurité, c'est la rançon du succès. Peut-être que t'es fine en général, quand t'es payant... de gauche, tu le restes pas longtemps. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de gens, même qui votaient Mélenchon, et je vais pas donner de nom parce que y en a qui sont autour de nous, que ce soit chez Blast ou chez des amis, ils votaient Mélenchon jusqu'à ce qu'il faille payer de la fiscalité sur des BSPCE ou un premier cash-out ou...
la réalité, c'est que tu penses à ta survie. En fait, on est des animaux, ni plus ni moins. Et donc, je trouve ça très beau d'un côté tu fais 5 bobo. millions, tu vas survivre, tu vois. C'est-à-dire que même si tu payes 1,7 million, c'est pas comme si tu avais le couteau sous la gorge ou Quand le tu gun dois sur la lâcher 1,7 tempe. million et que tu sais qu'avec ce 1,7 million, tu aurais pu acheter un appartement à ta Oui, mais sœur, c'est pas de la survie. ça fait mal. Mais c'est pas de la survie. C'est de la survie de riche. Et de riche. Mais ça change tout. C'est pas de la vraie survie, tu vois. Non, vraiment, moi, j'ai beaucoup de mal à payer si je sais que les services en face ne sont pas bons. J'avais beaucoup creusé la question parce que il se trouve qu'il y a des milliardaires qui m'avaient proposé de financer une campagne. Il m'avait dit, tu devrais te présenter en 2027 ou 2032. La politique, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse. J'étais trop admirateur de Bernard Tapie pour voir où ça l'a mené. Mais globalement, j'avais creusé le sujet parce que c'était passionnant. Les dépenses du pays français sont dramatiques. C'est-à-dire qu'on dépense des milliards, on est surendetté alors qu'on pourrait se mettre en surexploitation, en excédent budgétaire, on va dépenser, on creuse la dette chaque année dans des dépenses qui ne font aucun sens. Et je pense que tant que le pays n'aura pas pris des dispositions pour expliquer un plan de relance et pour expliquer où va notre argent, tu ne peux pas valider à participer, tu ne peux pas accepter de participer à ce vaste cinéma. En fait, le grand sujet à la fin, je trouve, pour moi, c'est le sujet de la reconnaissance. C'est-à-dire que tu fais 5 millions de cash out, je me mets dans la situation de cette personne dont je parlais, tu es un dirigeant, tu as bossé 20 ans, tu vends ta boîte, tu fais 5 millions, c'est magnifique. Là, tu passes à la caisse, on te demande 1,7 million. 1,7 million, ça fait très mal. Mais à la limite, si tu les payes et que le monde te dit merci, à la limite, c'est cool. Mais là, non seulement on ne dit pas merci, mais tu dois cacher la belle voiture que tu t'es achetée, t'as pas le droit de t'acheter une jolie montre non plus, et puis si t'as le malheur de t'exposer sur les réseaux en disant ça y est, j'ai gagné 3 ou 4 millions, tout le monde va te cracher dessus. Et donc en fait, c'est aussi ce manque de reconnaissance qui fait, j'ai travaillé très dur, je l'ai volé à personne, ensuite je participe très largement pour aider le pays et tous ceux qui n'ont pas eu ma chance, on va l'appeler comme ça. Si vous voulez pas me dire merci, me dites pas merci, mais me tapez pas dessus, me crachez pas dessus et m'obligez pas à me cacher. Et en fait, quand tu vois le matraquage médiatique qu'on a en permanence où on veut taxer les riches, taper les riches, les patrons c'est des méchants, en fait, je peux pas tout faire. En fait, je peux pas vous payer et me faire cracher dessus. Pour moi, c'est ça le vrai fond du problème qui empêche ce patriotisme des riches, qui fait que juste, mec, c'est trop dur. Je peux pas donner et me faire embrouiller, c'est pas possible. C'est vrai que moi je trouve qu'il y a un petit problème d'image vis-à-vis des gens qui ont réussi. Et en fait, on le voit même dans tous les impôts qui existent. Tu vois, il y a à peu près, je crois, plus de 300 impositions. Si tu regardes les contributions, etc., on monte à 400. Donc forcément, l'image elle est pas bonne. Moi, je me dis, demain, tu t'enrichis, tu veux te payer une piscine. Tu vois, tu veux faire du coup travailler l'économie, une entreprise locale, bah là, tu dois payer un impôt sur ta piscine. Pareil pour ta serre de jardin, tu vois, genre tout ça. Même la farine, t'es taxé. Donc en fait, le modèle, il est pas bon. Je trouve que c'est super qu'on voit plus de milliardaires pour dire en fait que c'est possible d'y arriver. Et en fait, que le plafond de verre, il peut être cassé, tu vois. Il peut être brisé, qu'importe d'où tu viens. Et ça, c'est vrai que si on les aime pas, bah ils vont pas vouloir se montrer. Et en fait, après, c'est le serpent qui se mord la queue, tu vois. Et là, on n'est pas du tout sur quelque chose. Ça me fait penser, je crois que c'était Bernard Arnault qui avait donné au Resto du Cœur, genre 2-3 millions. Et le mec s'était fait lyncher médiatiquement parce que 2-3 millions, c'est rien pour Bernard Arnault. C'est genre juste ce mindset qui est terrible. C'est bien. Et pour moi, c'est très dur. Honnêtement, je suis tiré entre deux feux parce que je viens d'un milieu très défavorisé et aujourd'hui, on peut dire que je fais partie des riches et donc je fais un grand écart. Et le grand écart, c'est jamais bon pour les burnes, on dit en général, parce que t'es entre deux eaux. Et c'est dur parce que je voudrais jamais trahir les pauvres et je suis toujours du côté des pauvres. C'est-à-dire que je me sens plus proche des gens qui sont dans le dur, qui sont dans la rue, qui galèrent, que des riches qui sont souvent des héritiers, qui ont souvent pas travaillé. Donc je mettrais aussi une notion de méritocratie dans l'imposition. C'est-à-dire qu'un mec qui a hérité de son argent, mais qui a jamais créé de valeur, qui a jamais créé d'emploi, et j'en ai beaucoup autour de moi, des mecs qui vont en boîte de nuit, qui envoient des 15 000 par-ci, des 50 000 par-là, mais qui n'ont jamais bossé, je trouverais normal qu'ils soient taxés parce qu'ils vivent sur la rente. À côté de ça, il y a les créateurs de valeur, des start-upers, des entrepreneurs ou des héritiers qui reprennent des boîtes familiales et qui continuent de les faire grossir. Eux, je vois pas pourquoi on les défoncerait parce qu'en fait, un riche a le choix de partir. Et c'est là que c'est impossible de les convaincre de rester. À partir du moment où tu es mobile, et aujourd'hui, le monde, il est ouvert. Avec Internet, tu bosses de partout. Nous, avec Sam, dans la boîte, on est plus de 70 personnes, on fait tout en visio. C'est-à-dire qu'on a un bureau si les gens veulent y aller, mais 95% de nos rendez-vous sont en visio, donc c'est facile pour nous d'aller à l'étranger et encore plus facile pour des milliardaires parce que nous on est toujours au stade de millionnaires. Et globalement la France doit comprendre qu'elle ne pourra pas retenir les gens. Et même quand on essaie de faire du coercitif et qu'on dit oui mais si vous êtes français on va essayer de vous taxer dans le monde entier comme les États-Unis voulaient le faire.
La réalité, c'est que la France n'est pas assez puissante dans le monde pour imposer cette fiscalité. Et 2, tu peux rendre ton passeport. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que la France va vouloir imposer plus de règles, le riche a des solutions. Typiquement, t'achètes une nationalité ou tu vas prendre une nationalité dans un autre pays. Acheter une nationalité, c'est 300 000 €. Ça coûte rien, c'est facile. Hein. Et tu rends ton passeport. Tu dis voilà, c'est mon passeport, je suis plus français. Alors c'est un choix lourd de conséquences, mais j'ai plusieurs personnes autour de moi qui l'ont fait. Hein. Tu vois, pour rejoindre ce que tu dis, moi je suis plus résident fiscal français aujourd'hui, mais je suis résident fiscal espagnol et c'est plus cher que la France. Mais je suis fine avec ça en fait, parce que globalement, là où je vis aujourd'hui, bah déjà j'ai acheté du soleil et j'ai acheté la mer, et moi je le vis comme ça, je me dis c'est le prix du soleil et de la mer, mais globalement on me crache pas dessus toute la journée en fait, et j'ai pas besoin de me cacher parce que j'ai travaillé dur et j'ai réussi à m'offrir une belle maison. Donc c'est même, je pense que pour moi, au-delà du montant ou du pourcentage, la preuve étant, je suis parti dans un pays qui est plus fiscalisé que la France. En vrai, c'est le sujet de la reconnaissance et de la perception de la réussite qui me fait trop mal, moi, perso. Et de la sécurité aussi. De la sécurité. La sécurité, après, moi, je suis beaucoup moins exposé que toi médiatiquement. En vrai, j'existe pas, personne me connaît, j'ai pas de monde, pas de crypto, ni rien. Donc, j'ai bon espoir qu'il m'arrivera pas grand-chose. Non plus, j'ai pas de crypto. Alors, venez pas me chercher pour la crypto. Personne n'a de je n'en crypto ai pas. ici, J'ai des montres, mais elles sont à la banque. Et ça, c'est encore un vrai problème en France. Je suis un gros client Audemars, Patek, etc. Et mes montres, je peux pas les mettre en France. Parce que tu t'exposes à des sujets qui sont dramatiques, mais je te rejoins complètement, avant qu'on aille sur la sécurité, parce que j'ai beaucoup à dire là-dessus, c'est que globalement, même moi en Grèce, j'ai choisi un pays qui est plus fiscalisé que d'autres, que j'aurais pu trouver, mais le lifestyle, la qualité de vie, en somme, la qualité de la nourriture, la proximité avec ton pays ou la facilité avec les aéroports, joue vraiment et rentre en ligne de compte. Et moi, j'ai jamais eu de problème à payer des impôts, et en France, on te dirait, tu vas payer 15, 20, 25% d'impôts, mais c'est hyper bien cadré. Là, l'autre jour, j'étais malade. Enfin, ma copine était malade. Anna était malade. Elle était en France parce qu'elle faisait un shooting, etc. Il n'y a pas de médecin. Il y a aucun médecin. Elle a appelé. Je lui ai dit, en fait, mais nos limites. Tu vas aux urgences, c'est 12 heures d'attente quand ils ont appelé. SOS médecin, ils ont dit aujourd'hui, il y a trop de monde, il y a personne. C'est-à-dire, t'imagines, tu payes des impôts. Moi, je paye des millions chaque année quand j'étais en France. C'est un peu comme un resto. Tu te dis, je paye 200 € d'addition, mais si le cadre était bien, la bouffe était bonne et que le service était au top, j'ai pas de problème de payer 200 balles. Maintenant, tu me fais payer 200 balles, mais la bouffe est moyenne, le service est moyen et le cadre est dégueu, bah, en vrai, c'est trop cher. Et c'est ça le problème de la France. C'est que c'est pas dans l'absolu que c'est cher de payer 30, 35 ou 40% d'impôts. C'est comparé au service qu'on t'offre en face. Moi, je suis dans la rue avec mes enfants à Paris ou ailleurs. En vrai, je vais pas dire que je me sens en insécurité, mais je suis en alerte continue. Juste, faut être vigilant. Tu sais jamais ce qui peut se passer. T'es jamais full détendu. Tu parles des services publics, des hôpitaux, des docteurs, c'est un vrai sujet aussi. Globalement, c'est un sujet global où juste c'est cher pour le service qu'on t'apporte. Et c'est ça qui fait que tu regardes ailleurs. Et c'est vrai que si tu compares au taux d'imposition que tu peux trouver similaire à la France, par exemple, il y a le Danemark. En fait, les Danois, ils payent beaucoup d'impôts, mais tous les services publics, ils sont contents. Alors que nous, malheureusement, je connais personne qui a passé un bon moment à l'hôpital. Mais c'est un rapport qualité-prix. En vrai, la France, c'est un business. Il y a des impôts. Tu payes quelque chose en face d'un service, t'as quoi? C'est bien pricé, c'est pas bien pricé. Bah, il se trouve que c'est pas bien pricé. Tout à fait. Et ça amène un vrai sujet qui est clé, et à titre perso, c'est vrai que j'y suis exposé, c'est la sécurité. On a un gros problème de sécurité en France. Et d'ailleurs, vous le savez, il y a un journaliste des Échos qui s'appelle Yves Villaginès qui s'amusait à mettre mon adresse personnelle sur Internet. Alors que ce Yves Villaginès, c'est le directeur du pôle start-up des Échos et qu'il avait lui-même rédigé plusieurs articles pour expliquer à quel point il fallait faire attention à ne jamais faire leaker son adresse sur Internet parce que c'est comme ça que les kidnappeurs, les gens qui vont chercher de la crypto, des mondes du cash, allaient cibler les entrepreneurs. Et donc ce mec-là, qui avait déjà fait plusieurs articles contre moi, vient mettre mon adresse et donc évidemment énorme bad buzz parce que j'en parle sur les réseaux. Tout le monde est indigné, ce qui est quand même assez rare parce que quand je prends la parole, c'est souvent clivant et donc il y a ceux qui sont de mon côté, ceux qui sont contre. Mais pour la première fois de ma vie, tout le monde était derrière. Et on rappelle quand même qu'il y a eu plus de 40 kidnappings d'entrepreneurs en France. C'est-à-dire que c'est pire que n'importe quel pays. Rien que cette année, en 2026. C'est-à-dire que c'est le Mexique, le truc. Et les pouvoirs publics ne font pas grand-chose. Ils ont mis en place... Surtout, ils le cachent pour pas qu'il y ait une angoisse collective. Ils le cachent, on n'en parle pas. Et c'est bien pire ce qui se passe dans les kidnappings que ce qu'ils racontent. Parce que moi, j'ai de la proximité avec certaines personnes qui ont eu des soucis. Et je vous assure que les mecs qui sont payés 5 000 €, ils vont pas se gêner pour toucher les gonzesses pendant qu'ils font les trucs. On l'a vu, certains sont même fait couper les doigts. C'est vraiment passer un niveau de grand banditisme. Et la France...
ne fait rien. Et donc, à partir du moment où le pacte social d'un pays, c'est de protéger ton peuple et que tu le fais pas, je n'ai plus à te payer, en fait. Si je te paye un service que tu es censé nettoyer ma piscine, mais que tu l'as mal fait et que la piscine, elle est dégueulasse, je te paye pas. Donc, pourquoi je te paierais des millions d'euros d'impôts par an quand tu protèges pas ma sécurité? Moi, j'ai eu plusieurs tentatives de kidnapping. Ils ont jamais retrouvé les mecs. Ça faisait 10 fois que je prévenais qu'il y avait des risques, des problèmes. Personne n'a jamais bougé. J'ai eu le malheur d'acheter un flashball, ce qui est légal. C'est-à-dire que tu as un flashball, il faut un truc du médecin comme quoi t'es pas cinglé et faire une déclaration. T'as réussi à l'obtenir ça quand même? J'ai réussi à l'obtenir, mais j'ai dû voir 3 médecins. Ouais, ça Mais le m'étonne pas. troisième m'a dit c'est bon, Ok, tiens, vas-y. je te le donne. Je lui ai donné 50 balles. Et après, tu dois faire une déclaration En à la mairie capital, ouais. pour dire j'ai une arme Ouais, de j'ai un défense. flashball chez moi, quoi. Ouais, d'accord. Un flic m'a harcelé pendant des mois pour dire vous devez venir à 7h du matin, expliquer pourquoi vous avez un flashball, etc. Je lui ai dit écoute, je voyage tout le temps, je travaille dur, va sur internet, tu tapes Anthony Bourbon, tu vas voir qu'il y a marqué à côté 150 millions, que j'ai eu plusieurs menaces, que j'ai des policiers qui m'ont appelé vis-à-vis des enquêtes qui avaient en cours et qui ont dit votre nom sort dans les écoutes Ouais, c'est téléphoniques faux. des équipes faux. qui vous cherchent. Ouais. Je lui dis ça ne Voilà. suffit pas, qu'est-ce que On tu veux que tombe je sur fasse? la tête, ouais. Et Ouais, au bien sûr. final, je suis vraiment la cible et c'est aussi pour ça que je suis parti du pays. Et j'ai eu plusieurs problèmes à cause de cette visibilité. Et en France, il y a cet état d'esprit où tu n'es pas tranquille. Et on rappelle quand même que si un mec vient chez toi et que tu te défends, c'est-à-dire que tu te défends, soit tu l'allumes au flashball, soit il y a eu le cas d'un père de famille qui faisait du MMA, il a attrapé le mec, il a ceinturé, il l'a gardé le temps que les flics arrivent. Le mec a porté plainte pour séquestration. Ouais, Et c'est il a faux. gagné. Non mais dans quel pays tu vois ça? Mais Ouais, c'est t'as un clair. mindset en plus qui est dur et je vais faire une comparaison qui peut être perçue un peu hard, tu vois, mais je trouve que toi, on pourrait te dire oui, mais t'as qu'à pas faire le beau avec tes millions sur Instagram. Ouais, mais c'est de- aussi terrible ça et va pas, honteux ça. de dire ça que de reprocher à une fille qui s'est fait agresser dans la rue de dire oui, mais t'avais qu'à pas te mettre en mini-jupe. Tu vois, Ouais, on c'est marche sur clair. la tête. En vrai, je peux mettre ma mini-jupe et vivre normalement. Tu dois garantir ma sécurité, comme je dois pouvoir dire comment je vis et combien je gagne, et tu dois pouvoir garantir ma sécurité. Et ce qu'on te reproche souvent, c'est ouais, mais Anto, ferme ta gueule. Arrête de dire que t'as des millions, arrête de montrer tes maisons et C'est tu le problème dormiras mieux. français. Ouais, mais c'est pas une bonne réponse quand je paye 30-40% C'est d'impôts, en horrible. fait. Mais même ça, enfin, tu vois, ça fait même pas marcher l'économie. Parce que si les gens qui ont de l'argent peuvent pas le dépenser parce qu'en fait, ils ont peur de se le faire chourer, bah, en fait, personne va le dépenser, son argent. Et le garder, ça va pas. Et d'ailleurs, la France fait que épargner, c'est un peu aussi ça le problème. C'est qu'en fait, il faut réussir à mettre cet argent dans l'économie. Et même ces toutes petites choses, bah, c'est ça qui bloque. Entre les impôts et la sécurité qui fait que t'as pas envie de dépenser ton argent, c'est bien dommage. D'ailleurs, à votre avis, combien ça coûte d'avoir une sécurité? Parce qu'on dit souvent il faut être protégé, mais c'est un budget qui est énorme. Combien vous pensez que ça coûte? En Chine, justement, alors il y a la Chine, il y a d'autres pays, même les US, c'est plus tranquille, hein, mais en Chine, tu as Jack Ma, là, le founder de Alibaba, qui pèse, je sais pas, 10-20 milliards, un truc comme ça. Lui, il se balade en vélo tranquille en ville, il fait son tai chi dans Ah. les parcs publics. Tu as l'autre fondateur, je sais plus comment il s'appelle, de BYD, là, les voitures électriques. Pareil, tu le vois faire ses courses détente. En Espagne, le fondateur de Zara, Inditex, pareil, tout le monde sait où est-ce qu'il fait ses courses, avec son caddie, solo, il a pas de sécurité, il est détendu. Et pour autant, on n'est pas dans l'extrême de Dubaï où tu peux laisser les clés de ta Ferrari sur le toit et on te la volera pas. Sans aller jusque-là, il y a des pays qui nous ressemblent, type l'Espagne, où pour autant ils sont pas dans une meilleure situation économique. Ça se passe bien. Et c'est dur parce que tu dois payer du coup un service de sécurité. Moi, j'ai un service de sécurité full-time. Il faut savoir que ça coûte entre 300 000 et 1 million par an. Si tu as une seule personne, normalement, c'est 1 000 euros par jour qui va t'accompagner. Mais si tu veux avoir quelqu'un H24, il faut faire les 3-8. bien sûr. Donc, il faut avoir 3 personnes qui se relaient. Donc, c'est 3 fois 1000 globalement. Et ça va te coûter 900 000, 1 million par an. Et ce qui est exceptionnel avec la France, c'est que tu peux pas le mettre dans ta société. Alors que Mais moi, non. typiquement, Ouais. c'est parce que c'est mon travail d'être visible que je dois prendre un service de Ouais, c'est sécurité faux. et je ne dois pas le mettre sur ma boîte parce que c'est un abus de bien social. Et donc, C'est encore faux. une fois, on me marche sur la tête en sachant qu'en France, c'est le pays le plus cher pour avoir de la sécurité parce que tu es obligé de passer par des agences spécialisées qui ont une sorte de licence, d'agrément, qui les autorisent à avoir des agents. Donc, tu peux pas recruter directement un agent, tu dois passer par une agence qui elle-même prend sa com. C'est monstrueux. donc, Donc, tout t'es fou en fait dans le pays. Et ce que font les Français qui ont de la thune, ils recrutent à l'étranger parce qu'à l'étranger, t'as pas ces histoires d'agrément et compagnie, c'est beaucoup plus simple. Tu peux prendre une sorte de freelance et ils déclarent en tant que coach de sport, jardinier. Ah. Et c'est ce jardinier qui va vivre avec la personne pour les sécuriser. Après, pour redonner encore enfin, dézoomer, je pense qu'on parle de la France pour un segment de la population qui est mince, pour qui c'est difficile et pour qui on trouve que c'est cher. Après, je pense qu'aujourd'hui en France, quand tu es au SMIC, pour le coup, je crois que c'est pas cher.
Je crois que quand tu es au SMIC ou que tu gagnes 1500 € par mois, bah, c'est plutôt bien pricé parce que tu as accès à des super, t'as accès, en tout cas, tu payes pas tes services de santé. Les hôpitaux, notamment, sont gratuits. Les écoles sont gratuites. Tu as beaucoup d'aides, Ouais, ça, que ce c'est soit vrai. pour ta famille, que ce soit dans ton boulot, les aides professionnelles que tu peux avoir. Donc, c'est normal. Il faut que quelqu'un paye pour ce super pricing de ceux qui gagnent moins. Voilà. Mais Donc, c'est quand même un bon pays, je trouve, un très bon pays. Si tu fais partie du 25-30% Si t'es pauvre les ou moins riches. moyen, mais comme le nom du podcast, c'est vraiment riche. Si vous êtes vraiment riche ou que vous voulez devenir vraiment riche, il faut se mettre dans cet Ah état ouais. d'esprit de attention, je suis dans une zone de danger et moi j'ai toujours été paranoïaque sur tous ces sujets. J'ai toujours fait très attention pour éviter parce que je savais qu'à un moment je serais riche et j'ai pris ces réflexes. Mais c'est horrible de devoir avoir peur. Anna, ma copine maintenant qui commence à être visible, elle est obligée de faire attention parce que dans la Ah, rue, il y a c'est clair. souvent des gens qui viennent lui parler. Et Ouais. ça, c'est quand même ouf. Et il y a des gens parfois qui sont agressifs et qui viennent Ouais, dire bien sûr. ah, j'aime pas ça, je trouve que vous êtes des connards sur Instagram. C'est faux. Il y a vraiment une sorte de haine. Et j'en parlais avec Samuel, j'ai découvert quelque chose et c'était une erreur de ma part. Et pendant longtemps, j'ai dit il y a que ceux qui ont moins que vous qui vous critiqueront et qui vous détesteront. Quelqu'un mais qui a je pense que c'est réussi, ça. il va pas rager contre vous. Et Il en a pas fait, le j'ai le temps. contre-exemple d'un mec Ok. qui m'a appelé il y a pas longtemps, enfin que j'ai eu au téléphone il y a pas longtemps, qui est fondateur d'une boîte, qui a vendu sa boîte, qui a pris vraiment des dizaines de millions, et je le voyais commenter depuis des années sous mes posts ou sous les posts d'Anna dernièrement. Donc moi j'ai l'habitude ok. qu'on me critique si tu veux. Donc quand tu me critiques, je m'en fous, tu vois, c'est mon travail. Mais il commençait à critiquer Anna, t'es une pauvre meuf, t'es une conne, tu vas tout perdre, vivement que... Et je vois qu'on a 30, 40 amis en commun. Je me dis, mais qui est ce Ok. type? Je check et je vois que c'est un fondateur parisien qui a gagné de l'argent, il est père de Ah, il famille. était même pas anonyme, quoi. Même pas anonyme, Ok. il avait un Il a- compte avec un nom bidon, mais j'ai retrouvé Ok, très ouais, t'as rapidement en retrouvé, demandant à d'accord. un des potes, c'est qui ce mec, vous le suivez sur Insta, Ok. donc c'était facile à retrouver. Et j'ai essayé de l'appeler pour comprendre. Et je lui ai dit, écoute, ça m'intéresse, tu vois vraiment, t'insultes une meuf qui a rien fait, pourquoi tu t'emballes? Qu'est-ce qu'on a fait pour déclencher cette haine? Et il dit, je vous déteste. Vous représentez tout ce que je déteste, Ok. toi t'es un haters, sale quoi. type. Ouais, Et c'est en fou. fait, je me suis dit, mais comment tu peux être jaloux ou comment tu peux avoir autant de haine injustifiée alors que je t'ai rien fait? Et il disait, le classique, oui, mais Feed, ta boîte, c'est de la merde. Moi, ma boîte, elle a fait plus d'argent. Feed, tu perdais de l'argent tous les mois et tu faisais la star à la télé. Mmh. Et tu vois, il y avait une sorte de Non, c'est fou. haine parce que je sais pas ce qui lui manquait ou pourquoi il avait mais vraiment, tu sentais que c'était profond et ça a été évidemment impossible de parler avec lui. Et il insultait Anna, il m'insultait moi. Et donc, même quelqu'un qui a bien réussi peut devenir rageux, peut devenir violent. Il m'a dit, de toute façon, je sais où t'habites, je vais venir te voir. Enfin, C'est peut-être Non, la c'est preuve faux. que l'argent ne fait pas le bonheur. mais je suis complètement Ouais, d'accord. bah Et c'est là, une on des dirait, phrases ouais. du podcast. Je veux toujours dire, on vous ment quand on vous dit que l'argent ne fait pas le bonheur. On va vous expliquer pourquoi. Mais la réalité, c'est qu'il faut effectivement le prendre avec des pincettes. La phrase fonctionne si tu te dis à personne égale. C'est-à-dire que si tu es la même personne, riche ou pauvre, tu seras forcément plus heureux avec de l'argent. Pour moi, il y a zéro débat. Maintenant, si tu es quelqu'un d'aigri de base ou que tu as des problèmes psychologiques ou j'en sais rien, même si tu deviens riche, ça va pas Ouais, te ça va rien guérir. changer, ouais. L'argent, c'est un bonus. Je dirais que c'est un accélérateur. C'est un accélérateur, un optimisateur. Ça va dupliquer ce que tu ressens initialement. profond que toi, Mais hein. si tu es mal dans ta peau ou que tu as des vrais soucis, je pense que l'argent va pas aider pour la suite. Hein. Pour revenir sur ce que tu disais, en fait, c'est vrai que pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, etc., le service français, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. C'est vraiment un paradis, la France, pour les gens classe moyenne, etc. Mais encore, en fait, si tu te rends compte que c'est les riches qui payent pour tout ça, et c'est le cas, en fait, parce que je crois qu'il y a une personne sur deux qui est pas imposée. Je pense que c'est la prochaine génération qui paye pour tout ça. Ça suffit. Il y a ça, mais il y a aussi, voilà, en fait, les riches, ils sont quand même ultra imposés. On pense qu'il y a que l'impôt sur le revenu, mais c'est pas le cas. L'impôt sur le revenu, je crois que sur l'assiette totale de ce qu'encaisse l'État, c'est à peu près 7%, donc c'est pas du tout le cas. Tu vois, c'est vraiment eux, en fait, qui font tourner et l'économie et les impôts, tu vois. Donc, par exemple, le plus gros impôt que l'État encaisse, c'est les charges salariales et patronales. Et qu'est-ce qui les paye? C'est les patrons. Tu vois ce que je veux dire? C'est ces gens-là. Ouais, Donc, tu peux dire ça comme ça. Donc, tu je crois, en peux fait, dire ça in comme fine, ça. c'est eux, en fait, qui abreuvent la bête. Donc, en fait, tu peux pas leur cracher dessus. C'est grâce à eux, finalement, que tu as tout ce service. S'ils sont pas là, le service, personne paierait pour, quoi. Oui, tu peux dire ça, je suis Donc, d'accord. Et ça revient au manque de reconnaissance. Mais moi, perso, ça me tient à cœur de dire que quand j'ai lancé ma première boîte, j'étais très content d'avoir le RSA à 400 balles qui me permettait de manger. J'étais Ouais, très c'est clair. contente pour aller voir le docteur et de donner ma carte vitale et que ça me coûtait 0. Mais c'est ça qui est dommage. Et qu'en c'est fait, très bien au début. Tu C'est vois, très bien au tu vois, début. pour se lancer, en fait, c'est le paradis. Mhm. Tu vois, jusqu'à 60 000, t'es pas trop imposé, Ouais. c'est ce que tu disais. Donc, en fait,
pour se lancer, c'est le plus dur. C'est là où tu y arrives. Et en fait, quand tu prends un next step, bah, c'est là, en fait, où ça devient difficile. Alors que c'est là où tu vas dépenser et te faire des achats plaisir et faire fonctionner, en fait, toute l'économie. C'est ce que je disais, une piscine, tu vois, ce genre de truc. En fait, c'est toutes ces petites choses mises bout à bout que si on empêche et qu'on freine, bah, l'économie, elle peut pas se développer. C'est pour ça qu'il n'y a pas de croissance. Oui, tu vois. Ouais. Ça freine toute la mentalité. Et moi, mon message, je veux vraiment insister là-dessus parce que aujourd'hui, je défends quasiment les riches, chose que je n'ai jamais faite. C'est-à-dire que j'ai toujours été du côté des pauvres. Mais c'est vraiment essayer de trouver des solutions pour vous extraire de votre condition initiale, quitte à changer de pays dès le début. Nous, on le voit avec Blast, on investit plus de 150 millions d'euros par an dans l'économie, donc énorme. dans les startups. On est les plus gros investisseurs en France dans le early stage, après la BPI. Donc, c'est quand même un sacré exploit en 2 ans, en 3 ans maintenant. Et la réalité, c'est que on investit de plus en plus aux US parce que ça devient trop compliqué en France. Et même la mentalité des VC, donc c'est les investisseurs professionnels, nous bloquent des deals. Ils disent « Ah non, mais moi, je veux pas qu'il y ait Blast parce que ils prennent trop de place, ils sont trop voyants, ils nous prennent notre business. » Et donc, ils bloquent des startups où on voulait investir alors que c'était positif. Alors que maintenant qu'on investit aux États-Unis, notamment au Y Combinator, qui est le meilleur incubateur du monde, ils ont créé 1000 licornes, ils ont des boîtes exceptionnelles, Airbnb, Stripe, Dropbox, bref. Tous les gros succès sont passés par le Y Combinator. Là-bas, les start-upers, l'écosystème, nous ouvre en grand les portes et nous dit merci d'envoyer, rien que chez eux, on a envoyé 50 millions l'année dernière. On est les plus gros investisseurs YC dès la première année au monde, que ce soit en nombre de deals ou en termes de volume d'euros déployés. Et là-bas, les gens nous remercient, nous félicitent et nous aident. Et donc, on a accès à des deals incroyables avec le YC, que ce soit dans le early stage, les séries A, avec Andreessen Horowitz, avec des acteurs mais qu'on n'imaginait même pas aborder avant des années et des années. Alors qu'en France, si tu vas avoir n'importe quel fonds parisien qui déploie 5 fois moins que nous chaque année, ils vont faire les stars, ils vont avoir cet état d'esprit. Non, mais ils viennent pas de notre milieu, ils ont pas fait les grandes écoles, ils sont pas légitimes. Donc il y a un vrai souci. Et quand tu vois aux États-Unis comment ça se passe, c'est un autre état d'esprit. Et on y va régulièrement avec Samuel. Et d'ailleurs là, j'y vais aussi avec des membres Blast. On invite des membres à venir avec nous pour montrer comment ça se passe. Il y a une énergie qui est exceptionnel. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un, il est dans l'humilité parce qu'il a pris des centaines de millions et dit « J'ai loupé, j'aurais pu faire une boîte qui valait des milliards, mais je ferai mieux la prochaine fois. » T'as des mecs qui arrivent en tongs, mais il y a cet esprit humble, mais aussi ambitieux. Là-bas, t'as pas honte de dire « Je veux être milliardaire. » Et quand t'échoues, les gens t'applaudissent parce que t'as essayé. En France, si t'échoues, les gens se moquent de toi. Et même moi, Fid, on n'arrête pas de me le dire, tous les entrepreneurs. « Oui, mais Fid, t'aurais pu faire mieux et machin, donc t'es pas légitime. » Comme si Fid, cet échec relatif, puisque j'ai quand même gagné plusieurs millions, on a fait une belle boîte, c'est moins gros que ce qu'on aurait pu imaginer, mais il n'y a pas grand monde qui l'a fait. Mais tu t'es extirpé de ta situation. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai rebondi. On peut pas parler ça d'un échec alors que c'est ça qui t'a rendu millionnaire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce qu'à la fin, il y a cette finalité que c'est pas un succès quand même. Enfin, et ce qui est toujours drôle en France, c'est que les gens vont te dire, oui, mais c'est facile parce que tu as levé de l'argent. À l'époque de 2018, c'était possible. Si tu n'avais pas levé 30 ou 40 millions, tu n'aurais pas pu le faire. Mais oui, mais fallait le faire toi aussi. Ouais, bien sûr. Tu vois, je veux dire, les gens et critiquent toujours ceux qui ont réussi rétroactivement. Mais c'est comme aujourd'hui, si tu n'investis pas dans l'intelligence artificielle, si tu regardes pas le quantique, si t'es pas chez YC, si tu n'investis pas dans les startups, dans 5 ans, les gens diront « Ah, mais c'est facile, toi, tu as investi dans l'IA. » Bah oui, mais fallait le faire, mec. Tu pouvais le faire. C'est comme le Bitcoin en 2017. C'est exactement la même chose. Quand tu as des gros trends, et on va y venir, on va en parler plus tard dans le podcast parce que c'est super important que les gens comprennent les opportunités qu'il y a en ce moment, il faut les saisir et faut pas être dans la haine, faut pas être dans la jalousie, dans l'envie, dire oui, mais toi, t'as fait ci, t'as fait ça. Mais c'est un truc presque culturel, je pense, tu vois. C'est-à-dire, en France, on a ce truc liberté, égalité, fraternité. Et je pense, en vrai, collectivement, ce que tout le monde retient, c'est plutôt égalité. Et je pense que, tu vois, culturellement, sociologiquement, on est un pays historiquement à gauche, tu vois. Et donc, le fait de réussir, c'est un petit peu trahir ce sujet d'égalité, tu vois. C'est-à-dire que si tu fais mieux que les autres, alors on n'est plus égaux. Et je pense que ça vient de là, cette histoire de culture. Alors qu'aux US, tu vois, leur devise, c'est « In God we trust ». « In God we trust », c'est en vrai, on te fait confiance, je vais travailler dur et je te fais confiance pour la suite, tu vois. C'est vraiment le fond de la méritocratie. Et ces deux cultures, à la fin, pour moi, qui sont très différentes, bah, de là vient découler le rapport au risque, la fiscalité, le mindset des entrepreneurs. Là où effectivement, là-bas, l'échec est encouragé, valorisé, on va te pousser encore. Et tu n'auras pas du tout honte de mettre ta Maserati ou ta Lamborghini sur Instagram et tes voisins ils te diront
bravo, you made it, tu vois. Là où en France, en vrai, si tu y arrives, mec, vaut mieux la cacher parce que si tu mets ta Lambo dehors, tu vas prendre un coup de clé ou on va te la casser, en fait. C'est un peu cliché, mais c'est vrai. Hein, quand nous, on est au Y Combinator et qu'on est dans cet écosystème, là-bas, c'est une planche à Ouais, vous le billets. sentez, Ça quoi. imprime. Tout le monde a ce goût du risque. C'est-à-dire que les propriétaires, là-bas, ils demandent pas des loyers en euros. Ils demandent des actions des startups de Ouais, Y des Combinator equity. parce qu'ils savent que ça explose. Pareil pour les avocats. Il y a cet état d'esprit. On veut aller plus gros, plus loin, et personne ne va te le reprocher. Et c'est pour ça qu'il y a 3500 milliardaires dans le monde, il y en a un quart qui sont américains. Il n'y a pas de secret, parce que là-bas, tu as cet état d'esprit de dépassement. C'est-à-dire que tu échoues, tu reviens. Regarde Trump, aujourd'hui, il est président, il avait 1 milliard de dettes. Non, c'est clair. Steve Jobs, il s'est fait lourder, il a recréé d'autres boîtes, il a fonctionné, il est revenu chez Apple. Il y a cet état d'esprit de la renaissance, quasiment. Et c'est Non, un c'est peu ce clair. qui m'est arrivé. Moi, j'ai échoué plein de fois. Quand j'étais dans la rue, je suis revenu. On a fait feed, ça s'est passé moins bien que prévu. Je suis revenu. Et c'est-à-dire que cette résilience, cette capacité à toujours te réinventer, c'est ce qui fait la différence. Et puis, tu as l'écosystème qui t'accompagne. Tu vois, quand tu dis des boîtes qui fail aux US, tu retournes voir des fonds d'investissement derrière. C'est pas parce que tu as fail une fois qu'on va pas te refinancer. Bien au contraire, on se dit c'est autant d'erreurs que tu vas pas refaire et on va te refinancer. Et donc, c'est tout l'écosystème qui t'accompagne dans cette renaissance ou dans ce rebond. Alors qu'en France, oui, c'est vrai, tu as moins ça. Mais moi, je pense que c'est culturel. Tu vois, on pourra jamais faire grand-chose. À partir du moment où on te dit c'est l'égalité entre tous, bah égalité entre tous, ça veut dire que frérot, Adam t'as pas Newman. le droit de gagner plus que moi. Adam Newman, Ouais, qui a incroyable. fait WeWork, il plante WeWork. Il avait son investisseur Andreessen Horowitz A16Z pour ceux qui sont A16Z. familiers. C'est une Z, ouais. Bon bah il remet de l'argent dans la boîte d'après, alors que Adam Newman a vraiment fait de la merde dans WeWork. Et il y a une série d'ailleurs sur Netflix We Crashed, qui est vachement- ou qui est sur vachement Apple, bonne, je sais ouais. plus, mais qui est très stylée. À Et- voir, hein, pour ceux qui l'ont Ouais, pas il vu. faut que vous la regardiez. We Crashed sur, ouais, je crois que c'est sur Apple TV, ouais. sur l'histoire de Il y a celle-ci, WeWork, elle est il folle. y a celle de Spotify qui est cool aussi, la Ouais, qui est série. sur Netflix. Ouais. Et il y a celle de Theranos. Il y a Il y Theranos, a Theranos aussi. et il y a Ok. Uber aussi. Uber, ouais. Et c'est Mais- important de regarder les séries business. Hein. Mais celle de WeWork, en plus, c'est vraiment la réalité. C'est exactement la même chose que le livre. Enfin, Ouais, faut vraiment la voir. vraiment bien. Et il faut regarder. Il y a celle de Nintendo aussi, de BlackBerry. Il y en a plein. Essayez toujours de regarder des films. Ouais, Nous, bien c'est sûr. ce qu'on fait, en tout cas avec Sam, qui vont vous apprendre quelque chose. Tu vois, si c'est un truc, un film d'horreur et tout, c'est cool de temps en temps, mais t'apprends rien. Là, quand tu regardes ce type de série, il y a du business. Bon, après, il y a des séries, même Breaking Bad, je pense que ça t'apprend des choses. Ouais. Ça t'apprend à scale ton business à l'international. Moi, ce que je retiens, c'est que pour faire une grosse billion-dollar compagnie comme ça, faut quand même avoir un sacré grain dans sa tête. Ils sont tous fous. Hein. Ils sont Et tous c'est un fous. sujet intéressant. Ouais. C'est-à-dire que tous mes potes qui ont réussi autour de moi ont tous un grain. C'est-à-dire que vous devez Mais embrasser. réussi à un niveau, pas genre tu gagnes 10 000 euros par Ouais, mois. ouais, réussi en millions. Voilà, en beaucoup de ou en millions. dizaines de millions. Mais je pense sans- qu'il y a le millions. scale aux États-Unis. C'est-à-dire que vous, si vous aviez fait Blast aux États-Unis, vous auriez ce même scale. Je suis sûr que Bah, vous je pense toucherez. qu'on aurait fait beaucoup plus Bah, gros, voilà. c'est-à-dire qu'on serait Tu vois. milliardaire. Donc vous serez milliardaire et avec un grain. Mais aux États-Unis, quand on va là-bas et qu'on raconte notre business model, qu'on raconte ce qu'on fait, les gens nous disent ah ben c'est cool, vous êtes milliardaire, parce que dans leur tête Ouais, c'est pour eux, déjà bien sûr. fait. Et ils le voient en mode américain. Et je pense sincèrement que Blast va nous rendre milliardaires parce que ça vaut déjà 400 millions, ça fait 3 ans. Et ça va continuer de monter. Et le business model est vraiment exceptionnel. Mais aux États-Unis, il y a cette admiration. On n'a pas un seul VC, donc investisseur professionnel, qui nous a critiqué ou fermé des portes. Mais en même temps, on est cute. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est évident que ça va être très gros, mais à la fois, tu dis, je fais 50 millions de CA, c'est cute. C'est mignon, c'est pas un truc gros là-bas. C'est-à-dire l'économie est tellement énorme, les ordres de grandeur sont tellement fous que 50 millions, t'es cute. Mais vous êtes quand même parmi les plus gros investisseurs de YC. Ouais, ouais. Donc, Ouais, c'est là où tu relativises et tu te dis quand même, qu'est-ce que dès vous la avez fait, c'est première année, incroyable. on pensait pas être si gros. Après, ce qui fait notre force, c'est qu'on est très bon dans l'opérationnel. Et donc, on permet d'ailleurs à nos membres d'injecter à partir de 500 € dans les projets de YC. Et on investit dans beaucoup de startups à chaque batch. C'est-à-dire que YC, comment ça marche? Pour ceux qui connaissent pas, tu as 4 quarters, donc 4 trimestres. Et une fois par trimestre, YC, qui est l'incubateur, va sélectionner 150 startups. Les meilleures startups de l'écosystème selon eux. C'est plus dur de rentrer à YC qu'à Harvard, c'est moins d'1% de succès. Et ces 150 personnes vont être briefées, aidées, boostées pendant 3 mois avec les meilleurs entrepreneurs du monde. Hein. C'est là tu bosses Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux. avec les top guys de la vallée. Et à la fin de ces 3 mois, tu fais ce qu'on appelle le Demo Day. Donc, tu vas pitcher devant des investisseurs qui sont sélectionnés sur le volet. Et là, tu lèves de l'argent. La réalité, c'est que, et c'est toujours pareil avec les US,
les meilleures startups, elles ont réussi à lever de l'argent avant le démo day parce qu'elles sont tellement sexy que des investisseurs comme nous leur ont passé un coup de fil et leur ont dit non, donne l'argent avant le démo day. Donc c'est bizarre, mais il y a un filtre dans le filtre du filtre. C'est-à-dire que le démo day, c'est déjà les moins bonnes boîtes de celles qui ont été filtrées par le Y Combinator. Et nous, on arrive à rentrer dès le début du process et c'est ce qui fait notre force. Les investisseurs classiques ne peuvent pas le faire parce qu'un fonds d'investissement classique, il n'a pas la possibilité de faire 60 chèques aussi rapidement, de signer 60 term sheets, etc. en une semaine et demie. Et c'est là que nous, on est très bon. Mais le YC, c'est vrai que c'est une opportunité exceptionnelle. On n'aurait jamais imaginé pouvoir le faire parce que les rendements moyens, juste pour les gens qui nous écoutent et qui le comprennent. Médian, pardon, c'est x10. C'est-à-dire que si tu as investi dans au moins 4 boîtes différentes de chaque batch pendant 8 quarters, si je dis pas de bêtises, donc 2 ans, tu as un multiple médian de x10. Et le pire des investisseurs, le pire depuis le début que ça existe chez YC, il a fait x5. Et le médian, c'est x17, je crois. Le médian, c'est 10 et le meilleur, c'est effectivement x17. Mais il faut préciser pour ceux qui nous écoutent quand même que les performances passées ne présagent pas des performances. On fait toujours très attention avec Blast parce que c'est évidemment un business qui est encadré, on est réglementé, on a un agrément AMF et donc on veut pas vendre du rêve. Et c'est pour ça qu'on dira toujours les risques, mais aussi les gains potentiels. Et quand tu investis en start-up, notamment en France, tu sais qu'il y a des possibilités de faillite et que il faut investir dans un maximum de lignes possibles parce que si tu choisis 2 start-up et tu mets ton argent dessus, il se peut, et ce sera même probable que les 2 startups meurent. Alors que si tu as investi dans 50 boîtes, et c'est ce qu'on propose avec YC, c'est assez facile d'investir dans beaucoup de boîtes, là, pour le coup, tu sécurises ton portefeuille parce que tu en as toujours qui vont fonctionner et qui vont te ramener la performance du portefeuille. C'est la power law et tu l'expliques bien, peut-être tu peux en parler. Et écoutez, parce que si vous voulez investir un jour en startup ou gagner de l'argent, parce que pour moi, investir en startup, c'est la meilleure possibilité pour gagner de l'argent. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'investis plusieurs millions chaque année chez Blast. Mais t'adores le risque. Et j'adore le risque, mais pour moi, c'est un risque relativisé. Alors attention, je dis pas qu'il faut placer tout votre argent, etc. Mais quand tu investis dans des produits qui sont poussés par tes banquiers ou tu es surchargé en frais, lui, il te le pousse parce qu'il a une rétrocommission, c'est des vieilles SCPI pourries et quand tu as enlevé les frais, tu fais du plus 2, plus 3%. Il est là le risque parce que l'inflation écrase ta perf. Quand tu fais de la start-up et que tu fais un vrai bon portefeuille et que tu mets 5, 10, 15% de ton patrimoine, pour moi, c'est une évidence. Ouais, mais c'est pas à la portée de tout le monde que de faire un portefeuille suffisamment diversifié en start-up avec juste 5 ou 10% de son patrimoine. Imagine, tu as 100 000 euros de patrimoine liquide. Tu fais déjà partie des gens qui ont un beau patrimoine liquide. Tu veux mettre 10%, ça te fait 10 000 euros en start-up. Il faut se faire un portefeuille d'au moins 10-20 boîtes. Ça veut dire un ticket entre 500 et 1000 euros par boîte. Donc, voilà. C'est exactement ce que fait Blast. C'est exactement ce qu'on propose et je retombe bien sur mes pieds. Mais ça veut dire que, effectivement, si tu veux respecter ces proportions-là, il faut déjà que tu aies un portefeuille liquide de 100 000 euros. C'est pas donné à tout le monde. De toute façon, dans le milieu startup, il y a tellement plus de chances d'échec que de réussite qu'en fait, il faut lisser son risque sur plusieurs startups. C'est ça. La power law. Explique la power law. Ouais, la power law. Après, attends, avant de rentrer dans la power law, il y a quand même startup et startup. Typiquement, aujourd'hui, est-ce que OpenAI, c'est une startup? Tu vois, ça vaut 700, 800 milliards. Oui, c'est une start-up. Est-ce que OpenAI va mourir demain? C'est quand même peu probable. Donc, il faut juste dire que dans les startups, tu as différents profils de startup. Tu as celui très early stage VC qu'on appelle du seed. La boîte, elle a une idée. Elle vaut 5, 10, 20 millions la boîte. Et là, globalement, tu en as 5, 6, 7 sur 10 qui vont mourir. C'est le profil de startup le plus risqué de tous. Après, les startups, elles évoluent, t'en as qui meurent et t'en as qui font un nouveau tour de table, c'est ce qu'on appelle une série A. Et là, globalement, la boîte a quand même beaucoup moins de chances de mourir à ce stade. Elle relève de l'argent et là, je sais pas, tu peux te dire que tu vas avoir une boîte sur 3 qui va mourir. Et ensuite, tu passes en série B, C, D, des grosses licornes où là, la proba que tu meurs, elle est proche de 0. Par contre, tu n'as pas le droit de rêver de faire x50. Donc, il y a investir en startup, moi je trouve ça super enrichissant intellectuellement, mais il faut aussi investir sur le profil de maturité de startup qui convient à son profil de risque. Moi, je suis un mec, j'aime beaucoup moins le risque que toi. On le sait et c'est pour ça qu'on est très complémentaires aussi. Globalement, dans mon portefeuille, j'ai beaucoup de startups, mais beaucoup plus de startups matures en proportion que toi. Parce que moi, l'idée de me dire que je vais mettre 10 000 ou 20 000 balles, ça me terrorise sur une startup. Donc, il faut en mettre plusieurs. Pour revenir à ta question sur la Power Law, et la Power Law, ça marche tout particulièrement sur quand tu investis très tôt dans les boîtes très tôt en seed, j'en parlais au début, où là, globalement, il faut faire beaucoup de lignes. Pourquoi? Parce que le rendement, il provient de la Power Law. La Power Law, ça nous dit quoi? Ça nous dit que l'extrême majorité de la performance financière d'un portefeuille de start-up,
va venir d'une extrême minorité d'investissements. Donc en gros, tu vas te faire un portefeuille avec 20 startups, tu en as une qui va tout casser. Et c'est cette startup-là dont la performance va faire plus que compenser la perte sur les 60 ou 70% restants. Et c'est là l'importance de se faire un portefeuille qui est très diversifié, justement, et de ne pas louper celle qui va cartonner. C'est ça la Power Law. Et d'ailleurs, il y a cette super histoire, je crois que c'était Sequoia qui avait investi dans Airbnb au tout début, je crois, valo de 2 ou 3 millions. Au final, les mecs, ils font fois 1000 sur la ligne. Et sur leur fonds global, ils font fois 30. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le fonds où ils font x30, s'ils n'avaient pas investi dans Airbnb, je crois qu'ils faisaient que x2,5 ou x3. Et c'est ça la Power Law, c'est que tu veux attraper la pépite qui va faire toute la performance de ton portefeuille. Et c'est pour ça qu'on encourage et on oblige nos membres à diversifier un maximum et à faire au moins 5-10 lignes, c'est le minimum quand tu fais du seed. Mais c'est pour ça aussi maintenant qu'on propose des boîtes beaucoup plus matures pour que si les gens ont envie de mettre que 3-4 tickets, eh ben, ils puissent les mettre dans des boîtes plus matures avec un profil de risque bien moins important, avec une probabilité de perte qui est bien moindre. Et pour revenir sur YC, c'est vrai que moi, en tant que dev, c'est complètement mythique. YC, même le taux de succès, je crois, sur un batch pour devenir une licorne, donc valoriser 1 milliard, c'est entre 5 et 6%, je crois. Même Yuri Milmer, donc c'était le premier investisseur de Facebook, et Ron Conway, on l'appelle le parrain de la Silicon Valley. Ils investissaient dans les premiers batchs sans même voir les dossiers, en fait. Ils avaient tellement confiance dans l'idée de Paul Graham. Paul Graham, c'est l'homme avec sa femme qui a fait, ils sont 4 en tout qui ont fait YC. Et lui, il expliquait qu'en fait le but, c'est d'être cheap to run. Donc en fait, ça doit être une équipe soudée, mais qui coûte pas très cher à l'exécution, qui est agile, donc rapide comparé à un grand groupe, et qui est résiliente parce qu'une startup, et c'est ce que tu dis avec le profil de risque, c'est qu'une startup, elle est quand même vouée à mourir. Et c'est même Jeff Bezos qui dit tous les empires s'effondrent, comme l'empire romain, et Amazon un jour va s'effondrer. Donc défoncez-vous, tu vois. Et je pense que c'est comme ça que tu fais un bon investissement quand tu trouves ces équipes. Et je pense que c'est ce que tu vois, Anthony, quand vous investissez, vous sentez chez les gens sur qui vous investissez que les gars, ils sont increvables, quoi. Nous, on kiffe YC parce qu'on aime bien dire avec Anthony qu'on run Blast, on recherche des gens qui ont le BSP, le bon sens paysan. On se dit, nous, on est des artisans. On a un métier qui est assez simple et on veut rester très terre à terre. Et on adore YC parce que le mindset de YC, et c'est écrit partout, placardé partout, c'est make something people want. C'est simple. Tu pourrais imaginer, c'est la côte Silicon Valley, c'est San Francisco, ça a parlé de tech, d'IA, de tout. Oui, mais à la base des bases, la consigne, c'est make something people want. C'est simple. Et on a vu la vraie différence. Moi, je l'ai vu avec Feed et tout, avec My Jolly Candle, où tu dois te battre pour ton acquisition. C'est-à-dire que tu vas aller chercher les clients un par un. C'est de l'acquisition. Tu dois dépenser sur Facebook. Alors qu'avec Blast, les gens veulent vraiment le produit et on n'a pas besoin de se battre pour convaincre. Moi, c'était du meal replacement. On était les premiers à dire, vous pouvez remplacer votre repas par une barre, par un shaker. Sauf que le marché français n'était pas prêt. Et donc, j'avais une super idée, j'avais une vision, parce que moi-même, j'étais client de mon produit, mais la réalité, c'est que les Français n'en voulaient pas. Et donc, on a bourriné, on a fait des ads, on a dépensé des millions pour expliquer pourquoi c'était trop bien, parce que tu pouvais manger de manière plus équilibrée, moins cher, t'avais moins de pics de glycémie, t'étais plus en forme. Ok, mais les Français n'en voulaient pas. Et ce même produit a cartonné au UK. Il y a Yule qui s'est vendu depuis 1 milliard d'euros. Il y avait Joylent aux Pays-Bas. Il y avait YFood en Allemagne. Tous les autres pays européens où il y avait moins cette gastronomie, ce goût du bien manger, ça a fonctionné. La leçon que j'en ai tirée, c'est ne vous battez pas contre le marché et vous devez prendre le feedback. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait dans le sens où on a switché rapidement vers des barres protéines, de la prot, des produits pour perdre du poids, des probiotiques, ce genre de choses, des compléments alimentaires qui cartonnent là depuis qu'on les a lancés. Parce que si tu ne donnes pas aux gens ce qu'ils veulent, ton business ne marchera pas. Donc YC, ils ont cette capacité à se concentrer sur le client, les chiffres, et tu as quasiment une dette émotionnelle quand tu es entrepreneur là-bas, parce que tu dois pitcher devant les autres fondateurs régulièrement pour montrer tes perfs. Et donc, il n'y a pas de « non, mais je veux pas montrer mes chiffres ». En France, c'est la même chose. Personne ne montre ses chiffres. Les startups, ça parle de licornes, de ci, de là, à part quelques-unes qui sont vraiment très performantes. La plupart des licornes, aujourd'hui, c'est plus des licornes. Elles font des chiffres de merde. Ça a été hypé parce que Macron voulait des licornes. La BPI a envoyé de l'argent à Tire-Larigot. Les fonds d'investissement, ça leur permettait de dépenser beaucoup parce qu'il faut comprendre qu'un fonds d'investissement, plus il investit, plus il peut lever de nouveaux fonds.
Et donc, ça faisait des performances artificielles parce que les L'initiative est bien. L'initiative est bien en vrai. Tu vois, Ouais, on en a besoin. Je sais pas. Moi, j'ai toujours défendu les business terre à terre parce qu'en réalité, les licornes, si tu regardes les statistiques, c'est toujours les mêmes profils qui en profitent. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont fait les grandes écoles, HEC, qui sont eux-mêmes dans ce microcosme parisien et qui vont être financés par leur oncle ou leur tante qui sont dans les fonds d'investissement. Leur tante moins souvent parce qu'il y a quasiment pas de femmes dans le milieu d'ailleurs. On est les seuls chez Blast à vraiment recruter beaucoup de femmes. Quand tu vas voir un peu les boards des fonds d'investissement à Paris, tu comprends que c'est pas dans leur délire. Et pourtant, ils jouent les bobos dans les repas. La réalité, c'est que les fonds d'investissement, comment ils se rémunèrent? Les fonds d'investissement, ils se rémunèrent parce qu'ils vont prendre 2% de management fees par an sur les fonds qu'ils ont de la part des LPs. Donc les LPs, c'est des investisseurs des investisseurs. Et donc, ils ont tout intérêt à déployer rapidement leurs fonds parce que ça leur permet de relever un nouveau fonds sur lesquels ils vont prendre encore 2% par an de management fees. Et quelque part, quand ils investissaient dans ces licornes qui étaient pour moi des valorisations théoriques qui gonflaient, ils pouvaient dire à leurs investisseurs, à leurs LPs, regardez, j'ai investi dans X boîtes, je vais pas en citer pour pas être désagréable, regardez, elle est passée de 50 millions à 500 millions de valo, à 3 milliards, à 4 milliards. Ok, sur le papier. Sur le papier. Et il y a même des plein de boîtes, c'est sur le papier. Toutes les boîtes, c'est sur le papier. Oui, mais jusqu'à ce que tu sois à l'IPO, c'est sur le papier. C'est décorrélé complètement toute logique mathématique. C'est-à-dire qu'une boîte comme Blast, évidemment, je défends notre paroisse, mais on va faire 30 millions d'EBITDA cette année. Quand tu fais 30 millions d'EBITDA et que tu mets un multiple sur l'EBITDA, tout le monde est à peu près OK. Tu prends n'importe quel professionnel du secteur, il va te dire, bon ben voilà, ça vaut x10 de l'EBITDA. Si t'es un peu pushy, tu peux monter à x15. Mais une startup qui fait 0 € de chiffre d'affaires, qui a pas de traction, parce que c'est pas comme certaines boîtes américaines qui ont des dizaines de millions de clients où tu dis, bon OK, même s'il y a pas de revenus ou d'utilisateurs, Polymarket, tu vois, t'as pas d'utilisateurs, enfin t'as pas de revenus, mais t'as énormément. Regarde Uber, pendant 10 ans, ça a pas gagné un copec. C'est le contre-exemple. Ouais, mais ça marche comme ça aussi. Je pense que Doctolib, ils ont pas gagné 10 balles pendant très longtemps et aujourd'hui, le business model est incroyable. L'argent, il est tout de suite réinvesti en R&D. Mais t'as un sujet de masse. C'est-à-dire que tu vas à la conquête d'un marché. Et une fois que tu le tiens, tu l'as obtenu et que tu as éradiqué la concurrence, là, tout est pour toi et c'est là où tu commences à manger grassement. Le problème de la France, plein de plays qui sont comme ça. C'est que la plupart des startups, beaucoup de plays des US. Elles étaient françaises. Donc déjà, le marché français, le marché domestique, c'est 60 millions de personnes. Quand aux US, t'en as 300 millions. C'est extrêmement dur de devenir global, worldwide quand t'es français parce que en Europe, globalement, t'as 50 réglementations différentes. C'est pas comme aux États-Unis où t'as un produit et nous, on l'a vu avec nos concurrents américains. Tu sors un produit, il est distribué dans tout le continent. Alors que en Europe, bon, nous, c'était impossible de faire le produit en Allemagne parce qu'en Allemagne, je dis n'importe quoi, ils voulaient pas de maltodextrine ou d'isomaltulose. Okay. Bon, c'est juste que c'est pas fair de dire, on a vraiment un mindset de merde en France, regarde les US, comment ils poussent, regarde comment les fonds ils investissent, même si t'as fail, et qu'on a enfin une bonne initiative en France avec Macron qui veut pousser des licornes et des financements qui tombent, dire ouais, mais ils ont pas investi sur les bonnes boîtes. En vrai, c'était peut-être pas parfait, mais l'initiative elle est top. Aux US, ils regardent beaucoup les chiffres, c'est-à-dire que tu ne peux pas lever si t'as pas de l'attraction. De l'intérieur, puisque moi-même, j'ai investi dans des startups où il y avait du FOMO. C'est-à-dire qu'il y avait que du FOMO qui drivait les fonds. C'est-à-dire FOMO, c'est Fear of Missing Out, la peur de louper le coche. Exactement. Il y a eu un FOMO sur la bulle Internet dans les années 2000. Il y a eu un FOMO sur le Bitcoin, la crypto, là, il y a pas longtemps. En 2018, c'était le FOMO des startups. Là, on pourrait dire qu'il y a un FOMO sur l'IA, mais on va y revenir tout à l'heure parce que c'est hyper intéressant. Pour moi, c'est pas du tout la même chose que les bulles qu'il y a pu avoir précédemment. Et les fondateurs, lever de l'argent, moi, le premier, si tu veux. Donc, je connais bien le délire puisque nous-mêmes, on a levé 40 millions, alors que factuellement, avec le recul, on n'aurait pas dû lever 40 millions. Mais t'étais un très bon pitcher. Et tu restes un très bon pitcher. Exactement, il y avait quand même du chiffre d'affaires. Il y avait du chiffre, mais pas assez. Je suis très honnête. Le but du podcast, on a dit, c'est l'authenticité. Il n'y avait pas assez de chiffres pour justifier ces montants a posteriori. Et moi, j'ai des amis autour de moi qui ont levé des centaines de millions. Et ils disent la même chose en off. Ils le diront pas sur podcast, mais ils disent la même chose. Ils disent, putain, mais ils ont vraiment rien vérifié, quoi. Mais ça, c'est un truc aussi souvent qui me surprend dans des fondateurs, des entrepreneurs qui te critiquent souvent et qui disent, ouais, mais avec Feed, t'avais pas une grosse boîte ou en vrai, est-ce que t'as réussi comparé à ton notoriété, c'est pas faire. Et je trouve que c'est pas juste de réduire un entrepreneur à sa balance sheet ou à combien il a gagné à la fin de l'année. C'est un indicateur, mais la capacité à convaincre, à bien pitcher, à apporter une vision et à lever des fonds, mais c'est une compétence méga importante au corps d'un entrepreneur, en fait. Et de dire, ouais, mais celle-là, moi, je pense qu'elle vaut rien, je la valorise pas. Ouais, mais en vrai, ok, tu faisais pas beaucoup de chiffres avec tes barres en chocolat, mais putain, bravo d'avoir levé 30 ou 40 barres avec un sous-jacent comme ça. T'avais une vision à laquelle ils ont adhéré. T'as très, très bien pitché, ça ne fait aucun doute, tu vois. Et ça, c'est une compétence, je trouve, qui est sous-valorisée
en entrepreneuriat aujourd'hui, on se dit ça compte pas. Bah, moi, je trouve que c'est pas juste. D'ailleurs, la semaine prochaine, on fera une nouvelle chronique. Combien ça coûte? Et je vous demande votre avis. Mettez-le en commentaire et abonnez-vous évidemment pour aider le podcast. Combien ça coûte une maison comme celle-ci, celle où on est en ce moment, où on enregistre le podcast, en entretien, combien de personnes de staff il faut? Vous allez voir, c'est sûrement plus que ce que vous imaginez. C'est pas facile d'être riche, ça coûte beaucoup d'argent. Il y a 3 formes de réussite et je trouve ça passionnant pour les personnes qui nous écoutent. La première, c'est la réussite de ton entreprise. Donc, est-ce que ta réussite financière d'entreprise, c'est un carton ou pas? Est-ce que ça fait du chiffre de l'EBITDA? Tu as ta réussite de notoriété qui vient souvent en amont de ta réussite d'entreprise et tu as ta réussite patrimoniale. Et c'est extrêmement dur d'avoir les 3. Il y en a qui ont une, il y en a qui en ont 2, mais très rarement 3. Et ce qui est paradoxal, c'est que parfois, en général, il t'en faut une pour avoir la réussite patrimoniale derrière. Parce que si tu n'as ni la visibilité, ni la réussite business, tu peux pas avoir la patrimoniale. Mais moi, c'est vrai que là où j'ai eu de la chance, où j'ai en tout cas été bon, parce que je pense C'est vrai que tu as forcé ton destin. J'ai un peu forcé mon destin. Ben, c'était que j'avais eu la réussite de visibilité, et ça m'a emmené la réussite patrimoniale. Et attention, à l'époque, j'avais 26 ans. Donc, tu vois, il y a beaucoup de gens qui me jettent la pierre en disant oui, c'est n'importe quoi. Et c'est des vieux de 50, 55 ans qui ont jamais rien réussi. Aujourd'hui, avec Blast, on a un succès. Et ce que j'observe, c'est que les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Feed, à l'époque, c'était de la merde. Aujourd'hui, Blast, c'est parce qu'on est des escrocs. Ou parce que c'est trop cher. Et ça, c'est classique de l'écosystème jaloux. Ils veulent mettre une étiquette parce qu'au lieu de comprendre notre business model et tous ceux qui ouvrent le capot et qui regardent le business, les cohortes et compagnie, ils disent « Wow, c'est un business de fou ». Mais c'est pas cher. Et c'est pas cher parce que... Mais parce que vous avez combien de membres en tout dans Blast? 14 000 aujourd'hui. Mais quand on nous dit c'est cher, tu vois, nous globalement, un fonds d'investissement aujourd'hui, tu peux rentrer avec un ticket de 200 000 mini. Après, tu oublies ton argent pendant 10 ans, tu fais confiance au gérant. Lui, il va te prendre 2% par an pendant 10 ans. Ça fait 20% de frais et à la fin, il prendra 20% de la performance. Nous, chez Blast, on prend en fonction de ton niveau d'adhésion, entre 12 et 14% de frais. On est moins cher qu'un fonds d'investissement. Okay. Sur la partie commission de performance, on prend la même chose. Et le ticket d'entrée, c'est 500 balles, putain. Alors que pour la même chose à côté, c'est 200 000. Et on vient nous dire que c'est cher. T'as moins de frais. Frérot, si tu me compares à une assurance vie qui va te rapporter 2% par an, sur laquelle, effectivement, tu payes 0,5% de frais, oui, c'est cher, mais en fait, il faut comparer ce qui est comparable. Et de toute manière, si votre produit c'était une arnaque sur 14 000 personnes, il y aurait tellement de bruit si c'était le cas qu'en fait... Tu vas sur Trustpilot, on est à 4,8 sur 5, on a 14 000 membres et il y a un Discord avec des milliers de personnes qui échangent chaque jour, littéralement. Le Discord est super bien fait, c'est une sorte de WhatsApp géant. Au moindre problème, tout le monde le sait et se propage. C'est-à-dire que les gens, il y a déjà eu des gains qui ont été matérialisés et ça c'est super parce que tu vois, on a Exit Grok, on a Exit AK, une boîte où on a fait x10. Là, on vient d'Exit une boîte, vous le biperez si jamais on peut pas le dire, mais on vient d'Exit. Ça a été racheté par un fonds d'investissement français. On est en train d'Exit potentiellement Crusoe où on fait x2 en 1 mois. Il y a plein de boîtes qui commencent à matérialiser des plus-values. Et là, plus personne ne peut rien dire. Mais c'est quand même exceptionnel, je tiens à dire un truc, parce que c'est l'état d'esprit très français. Il y avait un journaliste qui me critiquait, comme d'habitude. Je pense que d'ailleurs, il faut qu'on en parle après, parce que c'est exceptionnel ce mindset. Même les journalistes ont tendance à détruire leurs entrepreneurs plutôt qu'à les valoriser, alors qu'aux US, c'est exactement l'inverse. Je parlais avec un journaliste au téléphone, il faisait une interview, je savais que ça allait être à charge, ça l'a été évidemment. Et il me dit, ouais, mais moi, j'y crois pas, je pense que vous êtes des escrocs, ça peut pas marcher, vous volez l'argent des gens. Et je dis, si dans quelques années, on fait des belles performances, qu'on a enchaîné les multiples et que nos membres ont gagné de l'argent, ils disent, ce sera de la chance. J'ai donc en fait, tu peux quoi qu'on fasse, on peut pas gagner. Tu vois, c'est-à-dire que soit on perd et ils vont dire, je vous l'avais dit, vous êtes des escrocs, soit on gagne, c'est de la chance, vous n'avez aucun mérite. Et c'est tellement frustrant, tu vois, quand t'entends ça, alors que honnêtement, on se bute. C'est-à-dire qu'on n'a pas de life. Évidemment, aujourd'hui, on va parler lifestyle, on va parler de comment gagner de l'argent, comment le dépenser, parce que c'est aussi ce qui plaît. Mais la réalité, c'est que quand tu es riche, t'as une maison avec vue sur la mer, mais la piscine, j'en profite pas. C'est-à-dire que la piscine, je suis jamais dedans. Mes potes sont plus dans ma piscine que moi. J'ai un accès à la mer. L'accès à la mer, j'y vais jamais parce qu'on fait que travailler. Mais pas parce qu'on se sacrifie dans un sens providentiel, on aime se faire mal. Parce qu'on kiffe ce qu'on fait au quotidien. Avec Sam, on a 2 visions très complémentaires. Chacun, dans nos grottes, on fait des missions différentes. Mais au final, ça nous donne beaucoup de plaisir. Mais malheureusement, c'est pas valorisé. Mais tu vois, après, pour revenir sur ce journaliste dont tu parles, qui voulait faire l'article à charge, je suis un petit peu moins critique que toi, on va dire, sur les journalistes, parce que je pense que c'est malheureusement la conséquence de qui on est en tant que société, tu vois. C'est juste que le modèle, à mon sens, des médias, tu vois,
Les Échos, par exemple. Vous savez combien de journaux ils vendent par jour en physique? Alors, il y a beaucoup de dématérialisés, mais en physique, en France Quelques entière. milliers maximum. Et que c'est même pas 5000. Et pourtant, Ouais, c'est un c'est sacré média, tu vois, c'est le média C'est le média économique de référence. France, ouais. Alors après, je crois que c'est 80% des vues, c'est du digital et compagnie, il n'y a pas de sujet, mais en fait, le modèle, il a changé, où en fait, vu que maintenant, ces gens-là, les journalistes, ils doivent plus vendre des journaux, ils doivent vendre des adhésions à leur application, ils doivent vendre des abonnements au contenu digital. Et donc, en fait, pour faire ça, tu te retrouves en concurrence avec Google, Meta, Amazon, qui trustent genre 80% du marché média publicitaire. Et donc, ils se retrouvent à jouer dans la même cour que tous les autres dans le média, la course à l'attention. Et dans la course à l'attention, tu crois que c'est quoi qui fait cliquer plus? Est-ce que c'est un article modéré sur la nouvelle loi de finances, ou est-ce que c'est où est-ce que Bernard Arnault a passé ses dernières vacances? C'est sûr que c'est du putaclic. En fait, c'est le comportement de notre société qui on est devenu, et le raisonnement économique d'un média qui est un business, qui d'ailleurs peut pas gagner d'argent, on en parlera peut-être, qui fait que ils sont obligés d'aller sur du putaclic. Et tant que Bourbon est un escroc, fera plus de clics que découvrez le business model innovant de Blast, en fait, c'est tordu, c'est déjà biaisé, c'est déjà mort. Ils vont aller chercher du putaclic. Et moi, perso, je peux pas leur en vouloir. C'est l'économie, c'est le business qui veut ça. C'est frustrant parce que je serais d'accord avec toi si c'était une boîte complètement privée qui vit pas de subventions. Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de subventions, en centaines de millions par an. Et d'ailleurs, même leurs actionnaires, des mécènes, Arnault, non, c'est l'État. Ouais, ils en touchent, ouais. L'État Ok. donne plus de 150 millions par an à ces groupes de presse parisiens, parce que le Parisien détient les Échos, je crois. C'est les c'est Échos le même groupe. parisiens. C'est le même Et groupe, c'est tout à plus de fait. 150 millions, j'ai plus le chiffre en tête, mais on va le checker. Et à partir du moment où ils prennent de l'argent du public, ils se doivent de donner une information objective. Et moi-même, encore une fois, ça fait un peu ethnocentré, égoïste, égocentré, mais le nombre d'articles que j'ai eu quand Feed a perdu son procès, où on a perdu le nom, c'est simplement un problème de marque. Il y avait un Américain qui faisait une plateforme de produits. Il vendait même pas de produits comme nous. Et donc, c'est pour ça que la justice, on pourrait aussi en parler longuement. C'est très intéressant. J'ai 2-3 pépites là-dessus. Parce que malheureusement, ta notoriété a aussi un impact sur la justice. Moi, ça m'arrive d'arriver en procès, là, dernièrement, et Ouais, ils d'avoir ont déjà une image sur toi, un ouais. juge, le président, qui dit « Ah, monsieur Bourbon, je vous regarde à la télé. J'aime pas trop quand vous parlez. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous apprendre la vie. » Ouais, c'est terrible. J'ai pas encore parlé. Il est biaisé, Terminé. ouais. Merci, J'ai au pas revoir. dit bonjour. Rideau. Le mec qui Ouais. me dit ça, il y a 30 Non, mais la personnes. justice, c'est clair. Mais le que mec là- ne se cache même pas, si tu veux. Dire qu'il en a rien à foutre. Et après, on va te dire, non, mais la justice. Moi, je suis très déçu de la justice. Alors attention, il y a aussi des juges qui font hyper bien leur taf et compagnie. Mais plusieurs fois, ça m'est arrivé d'avoir ce cas de figure où un juge avait déjà un avis préconçu, et quoi qu'on dise, ça a un impact. S'il y a quelqu'un que tu détestes parce qu'il aime pas mon personnage, parce qu'il m'a vu sur les réseaux sociaux ou à la télé, et je peux comprendre que ce soit un personnage énervant, parce que vous vous doutez que sur les réseaux sociaux, on exagère un petit peu, tu vois, on va Surtout pousser toi, le trait. Surtout moi, même si ça reste authentique, parce que c'est comme ça que je pense. Mais quand tu as 8 secondes pour dire quelque chose, disons que tu n'as pas le temps d'aller dans la nuance. Forcément, ça a un impact. J'ai eu un procès. Mais tu vois, tu viens de le dire, t'as pas le temps d'aller dans la nuance. C'est le même raisonnement des médias. Leur titre, c'est ça, c'est la Mais même. t'imagines comme c'est Il injuste doit quand t'attraper en 8 secondes. Feed perd sa marque, et je vais revenir dessus parce que c'est hyper intéressant. Des articles de toute la presse, de la descente aux enfers de Bourbon, Bourbon est fini, la chute d'un symbole. Mais des articles, vraiment, je me suis levé le matin, j'ai dit mais il s'est passé un truc. Ouais, mais tu vois, il y a les deux. En fait, je trouve que les médias, ça peut être et ton meilleur pote et ton pire ennemi. En fait, faut un peu jouer avec eux, et je trouve que tu le fais bien. Moi, j'ai déjà lu des super articles sur toi. Tu vois comment Bourbon compte devenir milliardaire. Oui, alors, Et hein, c'est- parce que c'est Non, rare. mais hein. Je veux bien que tu m'envoies le lien. ouais. C'est les Échos. Non, mais il est vachement bien. En fait, voilà, c'est vrai que tu joues avec les médias, donc des fois ils t'adorent et des fois ils adorent te détester. Et en plus, c'est vrai que tu fais du bien clic. Par exemple, même un article qui marche actuellement, les chiffres, c'est à peu près 100 000 lecteurs. Enfin, tu vois, comparé à ce qu'on fait nous en vidéo. Nous, c'est ce qu'on fait facilement, on va dire, tu vois, genre sans trop se pousser. Donc forcément, c'est en train de mourir. D'ailleurs, tu le vois, je sais pas si vous l'avez vu, les enfants Arnaud, ils veulent vendre le Parisien, Ouais. parce qu'en fait, ils savent que ça a plus de valeur Bien sûr. comparé aux Et ils réseaux ont raison. sociaux. Et en vrai, ils ont raison. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais, je pense que les médias, vu qu'ils prennent des subventions de l'État, ils se doivent de donner de l'information qui est fiable, non trompeuse, non biaisée, vérifiée. Mais je pense qu'ils se doivent plus d'avoir un business qui est rentable. Mais Je pense ça que fait de la l'argent, loi la presse. économique, elle est au-dessus. Parce qu'en fait, si année après année, tu perds, Non, tu c'est- perds, tu c'est perds, plus en des vrai, tu journalistes. perds ton métier. C'est des blogueurs. Non, mais Ouais, mais je suis d'accord. Le monde fonctionne. Hein. Mais Le c'est monde, la ça loi fait de 20 millions finance, d'EBITDA. quoi. C'est comme vous, hein. Ça fait 20 millions d'EBITDA, le monde. Donc en fait, tu peux faire un média intelligent et qui gagne de l'argent. Tu vois. Donc en fait, ça reste un business. Soit t'es bon, soit t'es pas bon. Ils sont très intelligents. Non mais, Ils ont un peu mais changé. non mais c'est vrai qu'ils ont plusieurs opinions, tu vois. Mais en fait, Ouais. c'est quand même une boîte qui fait de l'argent. Ah,
Et Xavier Niel, il achète des médias et beaucoup font de l'argent. Mais Niel, il dit qu'il achète des médias quand quelqu'un lui casse les couilles. Ouais, Il dit, quand un journaliste me casse les couilles, j'achète un média ou un bout de son truc et après ils arrêtent de. Et c'est une réalité. Et après, t'as le numéro des politiques aussi. Drahi, quand il avait acheté un média, il a tout de suite dit, je pouvais avoir un rendez-vous à l'Élysée. Tu vois, donc c'est vrai que il y a aussi cette porte que ça t'ouvre. Bah, Anthony achète un média peut-être. Bah, on regardait Forbes. À un moment, on regardait Forbes. On a creusé un peu le sujet. Mais en fait, c'est quand même un secteur qui est loin de ce qu'on est. Okay. Et tu l'as dit, avec les réseaux sociaux, je mets n'importe quelle vidéo, je vais faire entre 300 000 et 3 millions de vues. Voilà. Un média, ça coûte très cher. J'avais regardé les chiffres, du coup, pour m'intéresser au sujet. Si tu fais 3, 4, va pas 5, dire ici. On va pas dire de trucs spéciaux, mais bref, c'est beaucoup de travail pour des chiffres qui sont pas dingues. La puissance des réseaux sociaux, et je suis très content que les réseaux sociaux, il y ait de plus en plus d'entrepreneurs, investisseurs, créateurs de contenu comme toi qui apportent de la valeur, parce qu'au début, les réseaux sociaux, faut pas se voiler la face. C'était plus des mecs qui mangeaient des barres de feed ou des bougies My Jolie Candle, qui racontaient un peu les trucs de télé-réalité, et de plus en plus, c'est en train de s'étendre. Et aujourd'hui, tu as des sources d'informations très fiables. T'as plus besoin d'ouvrir les échos pour avoir toutes les news business traitées de manière objective. Et ça, je trouve ça génial. Bon, non, mais clairement. Après, c'est plus. Je regrette un peu, mais je suis un peu un ancien. Je crois que je suis plus jeune du coup, mais je regrette un peu la nuance et la longueur des articles. Effectivement, qu'on va straight to the point. Presque aujourd'hui, on consomme les médias et les articles. Tu dis, j'ai lu le titre, ça y est, je sais ce qu'il y a dedans. Bah, c'est vrai que le titre, c'est ce qui fait le succès de ta vidéo. Mais après, moi, par exemple, je fais des vidéos d'1 minute. Donc, du coup, il y a énormément de valeur. Et je pense que c'est super long, 1 minute dans ton monde. C'est hyper long. Ouais, tu vois, c'est dinguerie. Dans un contenu économique, il faut que ça soit intéressant pendant 1 minute. Mais du coup, il y a quand même beaucoup de valeur. Et tu vas quand même au fond des choses. Ouais. Tu vois, il y a plein de sujets. Oui, je veux bien te croire. Juste l'échelle, elle est folle. Tu parlais du Monde avant, tu lisais une page du Monde. Parfois, tu avais un article, je sais pas, une page du Monde, tu es en caractère 4, tu mettais un quart d'heure à la lire. 5 minutes. Ouais. Et tu vois, ça, c'était long. Toi, tu dis 1 minute. Moi, c'est une dinguerie. Mais c'est 1 minute vocalement, tu vois. Mais je te crois. Ouais. C'est juste le monde a changé et l'attention de chacun d'entre nous a évolué. Sur les réseaux. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable capable de hook, ça veut dire d'accrocher quelqu'un très rapidement dès le début. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand vous faites un montage vidéo, mettez toujours le passage vidéo le plus impactant pour attraper les gens et après vous recommencez votre vidéo du début pour vraiment que tu aies envie d'aller voir. Un exemple basique, s'il y a une bagarre dans ta vidéo, tu mets direct le moment où le mec prend une droite et après tu refais la vidéo en entière, tu vois, et comme ça les gens regardent. Et ça me fait penser d'ailleurs, parce que l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est très mal exploité par les médias, et d'ailleurs ça me fait toujours rire que les médias soient contre l'IA, les médias traditionnels ou même les artistes, tu vois, au Festival de Cannes, ils se disent tous c'est une honte l'intelligence artificielle, et nous en tant qu'investisseurs, on est obligé aujourd'hui de vous donner une vision qui est différente pour vous alerter sur ce qui est en train de se passer en fait dans le monde. Si vous êtes contre l'IA, c'est comme si vous étiez contre l'électricité et que vous vouliez rester à la bougie. C'est comme si vous étiez contre les voitures et que vous vouliez rester sur votre cheval. C'est-à-dire que ça ne fait aucun sens de dire moi je veux rester sur mon cheval. Un artiste qui dit non mais l'artiste, la création, machin. L'IA va dévorer le monde. Donc votre choix, c'est soit de le combattre et vous n'aurez aucun impact. C'est comme tu as un caillou et tu vas jeter un caillou sur un tank, ça va pas faire grand-chose. Ou alors tu dis comment je peux utiliser cet outil pour moi mieux performer, créer une boîte, me simplifier le quotidien, avoir plus de temps. Et c'est un sujet qui me passionne puisque dans nos investissements, on est très concentré sur l'intelligence artificielle et il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais c'est une bulle, c'est comme dans les années 2000. Et je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus parce que moi, je suis persuadé que c'est pas une bulle pour différentes raisons, mais déjà, ça fait beaucoup de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que c'est pas comme le web où tu avais plein de pages web, plein de sites qui se lançaient, plein de business, mais il y avait pas de clients, t'avais pas d'acheteurs, t'avais pas d'euros. Là, les nouvelles boîtes qui sont en train de se lancer sont complètement délirantes en termes de traction et surtout, il se passe quelque chose qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du business, c'est que les valorisations des boîtes, notamment chez YC, explose à une vitesse sans aucune commune mesure avec ce qui existait avant. Une boîte, à l'époque, elle mettait 15 ans à atteindre une valo de 20 milliards. Aujourd'hui, ça peut mettre 1 an. Il y a plein d'exemples avec Cursor, avec Lovable, avec très peu d'employés. Ça va faire 500 millions de chiffre d'affaires, 1 milliard d'ARR. Et ça, c'est incroyable. Et je voulais voir un peu ce que vous sentiez à ce niveau-là, même si je connais la position de Samuel, je connais moins la tienne. Bah, l'IA, en fait, c'est vrai qu'il y a une vraie frénésie, mais on peut pas parler de bulle, parce que quand tu vois Arthur Mensch, il passe en commission et qui dit que ses clients, dont 30% c'est des boîtes françaises, ils disent, à la fin du mois, ils me demandent toujours plus de tokens. Donc, même en France, ça veut dire qu'il y a des boîtes qui sont là, ok, envoie-moi du token. Explique les tokens, peut-être ce que c'est pour les tokens, en fait, on est en train de commodiser l'intelligence. Avant, il y avait l'électricité, l'eau, c'était des biens de commodité. Bah, maintenant, l'intelligence, on peut avoir un PhD dans la poche pour 20 balles, en fait. Et tout ça, ça passe à travers les tokens. Il expliquait, en fait, que, donc, t'as l'électricité. Si tu mets une couche d'intelligence,
En fait, ça fait du token et c'est là où tu as un super multiple sur ton produit. Si tu vends que de l'électricité, tu gagnes pas. Par contre, tu vends du token, là, tu vois, ça fait vraiment une belle boîte comme Mistral. Mistral, c'est une boîte qui cartonne. Et donc, ouais, l'IA, c'est pas du tout une bulle. Toute l'économie en profite. Quand tu vois qu'il y a des électriciens aux États-Unis, des plombiers qui gagnent 200, 300 000 $ de salaire par an, et même BlackRock, le fondateur BlackRock, il est là, il va faire une école pour les former parce qu'en fait, on n'arrive pas à créer assez vite des data centers. Même Caterpillar, je sais pas si vous les connaissez, c'est une boîte d'engins de chantier, c'est les plus connus. Les jaunes. Ouais, exactement. Bah là, ils sont en all-time high, c'est limite une boîte IA parce qu'en fait, ils profitent vachement du boom des data centers. On est vraiment en train de construire des mini-villes partout. Juste en fait, pour que tout le monde autour de là, enfin on est tous, tu vois, l'intelligence. On a investi d'ailleurs avec Blast dans différents projets IA, data center. C'est un peu comme le cliché de quand il y avait la ruée vers l'or, ceux qui gagnaient de l'argent, c'est pas ceux qui cherchaient l'or, c'est ceux qui vendaient les pelles. C'est un peu la même chose avec les data centers, avec Seagull Dry. Comment il s'appelle l'autre qu'on a fait aussi? Crusoe. Et même Grok, je crois que c'est une boîte. Ouais, ils faisaient des puces, plus rapide, et ça a été racheté par Nvidia. Ça a été racheté à 20 milliards. On avait investi dedans 1 an avant. Ça a été racheté. Alors, c'est pas vraiment un rachat parce que c'est un rachat déguisé. C'est un rachat déguisé, on va dire. Aux États-Unis, ça se fait beaucoup. Mais c'est 20 milliards de cash. Et donc, évidemment, nos investisseurs ont fait un multiple. Et ça, c'est là où on voit que c'est pas une bulle parce que Nvidia, donc eux, ils vendent du GPU toute la journée, en fait. Et cet argent, ils le remettent dans l'économie réelle. Enfin, tu vois, Caterpillar, tout plein de boîtes. Donc, forcément, pour une fois, on arrive enfin à capter l'argent de ces gens-là et de les mettre dans l'économie réelle. Tu vois, tout le monde en profite. Donc, c'est pas du tout une bulle. Il y a une frénésie, mais on peut pas parler de bulle. Dans l'aspect bulle, moi, j'aime bien regarder 3 trucs. Je me dis 1, vitesse d'adoption. 2, modélisation. 3, valorisation. Et j'ai un petit quiz pas mal pour vous. Celui-là, j'ai kiffé l'apprendre. ChatGPT, quand il a lancé ChatGPT, il a mis 2 mois pour faire 100 millions d'users. Au lancement du premier navigateur Internet, qui serait la dernière énorme bulle en date les années 2000, est-ce que vous savez combien de temps il a fallu pour atteindre les 100 millions d'users d'Internet? Je dirais 6 ans. Ouais, j'allais dire 10 ans, moi. Pas mal. C'est 7 ans. Okay. Donc, tu vois, en mode vitesse d'adoption, il n'y a pas eu de commodité pour le grand public qui a une vitesse d'adoption aussi folle que celle-là. Aujourd'hui, tu as genre plus d'1 milliard de personnes sur Terre qui utilisent l'IA toutes les semaines. C'est pas genre j'ai déjà essayé. C'est si rapidement, toutes les semaines. Si rapidement. C'est vrai que si on l'enlève de nos vies, moi je deviens fou. Enfin, tu vois, si j'ai plus l'IA, l'adoption, c'est le premier truc. Il y a 0 sujet comparé à Internet. Deuxième sujet, monétisation. À l'époque des pets.com et compagnie, pendant la bulle Internet, les mecs ils se valorisaient sur le trafic, sur le nombre de pages vues, et ils faisaient pas 10 balles. Aujourd'hui, ChatGPT, tu vois, je crois que c'est 20 milliards d'ARR. Ils ont fait x100 en 2 ans, les mecs. Tu peux pas me dire que c'est du vent, tu vois, quoi qu'il arrive. Et enfin, la dernière dimension, et je te laisse la parole, excuse-moi, c'est le sujet de la valorisation, parce que quand on dit une bulle, c'est qu'elle va exploser. C'est les valorisations sont montées très très cher, et puis d'un coup, personne pense qu'on va pouvoir gagner de l'argent, donc ça explose et les prix baissent. Tu compares à la dot-com bubble des années 2000, une boîte, machine arrière. En gros, on juge la valorisation d'une boîte à un ratio qu'on va appeler la valorisation de l'entreprise divisé par les bénéfices de l'entreprise. Combien d'années de bénéfices vaut l'entreprise? Et dans les années 2000, tu as des boîtes qui se valorisaient 200, 300, 400 fois les earnings, les bénéfices. Donc, il aurait fallu 400 années de bénéfices de l'année en cours pour récupérer la valorisation. Ça, c'est une vraie bulle. Aujourd'hui, Nvidia, qui est sûrement le stock US Tech le plus pumpé, ça trade à 30 fois, 40 fois. Alors oui, c'est beaucoup, mais on est très loin des 30-40 fois. Donc moi, je suis certain, je dis no bulle. 100%. 100%. Je sais pas si vous avez vu ce qu'il a dit Ken Griffin, là, ça a 3-4 jours. Il était à Stanford. Donc, ça a été le premier à dire, il y a rien que 6 mois. Oui, l'IA, c'est nul. Au début, c'est bien les 5 premières minutes. Après, en test de finance, c'est complètement éclaté. Et là, il s'est aperçu qu'en fait, en 6 mois, les modèles anthropiques, ils sont meilleurs que les meilleurs PhD de chez Citadel. Donc, pour se rendre compte, Citadel, c'est la NBA de la finance. T'es un mec en finance, tu bosses à Citadel, t'as vraiment réussi ta vie. Et d'ailleurs, il a fait une déprime quand il est rentré chez lui. Parce qu'il s'est dit, si même les meilleurs au monde, les meilleurs en finance, on les remplace avec un abonnement de 20 à 100 balles, ça va être compliqué. On a financé un fondateur du Y Combinator qui levait et qui me disait qu'il a quitté Citadel. Il était quant chez Citadel. Quant, c'est celui qui écrit les modèles mathématiques pour ensuite donner à manger à la machine qui va trader automatiquement et gérer des bénéfices. C'est des gars qui gagnent 700 000 par an. Première année, il était à plus d'1 million. Il sort de l'école, il prenait plus d'1 million par an. Donc tu doutes bien que quand ce gars-là, il dit « Non, j'en veux pas, je vais monter ma boîte », globalement, il a confiance en lui. T'as envie de mettre une pièce sur lui.
L'IA, c'est fou. Je pense sincèrement que ça va créer une nouvelle génération de millionnaires et milliardaires, même chez les investisseurs. C'est-à-dire que c'est comme ceux qui ont positionné leurs économies sur le Bitcoin en 2000-2005. Sauf que pour moi, à l'époque, c'était un peu un pari, le Bitcoin, parce que tu n'avais pas de valeur intrinsèque. C'était très compliqué de projeter. C'était un asset. Bon, c'était quand même compliqué de voir à quoi ça pouvait servir. Et d'ailleurs, ça sert toujours à rien. C'est plus une valeur refuge, une valeur refuge comme l'or ou autre. Là, l'IA, il y a une finalité qui est utilisée massivement dans le monde, et ceux qui n'y investissent pas seront les grands perdants de cette génération. C'est leur argent ou leur temps. Moi, je pense les grands perdants, c'est ceux qui investissent pas leur temps dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA, tu vois, avant, je pense, quand tu voulais entreprendre, ce qui faisait que tu étais un bon entrepreneur, tu dis, c'était tu vois, ta capacité à identifier un bon problème, un vrai problème connu de tous. 2, l'exécution à la résolution de ce problème. Et 3, ta capacité à juger si la solution que tu as apportée est suffisamment bonne sur le problème que tu as identifié pour faire de l'argent avec. Et bien souvent, la partie du milieu, l'exécution, c'est la plus dure. Elle nécessite des fonds, elle nécessite des gens, des qualités managériales, des qualités opérationnelles. Ça, c'est hardcore et c'est ce qui vraiment limitait, je trouve, un entrepreneur. Et cette partie-là, l'exécution, aujourd'hui, tu peux la déléguer quasiment intégralement à l'IA si juste tu prends le temps de l'apprendre. Et donc, en fait, pour des gens qui, naturellement, sont des entrepreneurs et qui avaient les deux qualités du dessus et du dessous, mais qui étaient peut-être des pipes en management ou humainement, aujourd'hui, tu peux créer des boîtes, comme tu dis, à 1 milliard avec 0 personne, en fait. Et donc, si tu prends pas le train maintenant, je pense que tu loupes vraiment quelque chose. Et donc, c'est bien d'investir ton argent. C'est dommage si tu l'as pas fait dans l'IA. Par contre, c'est terrible si t'as pas investi ton temps dedans, je trouve. Et même les enfants, mais d'ailleurs ce serait intéressant de parler de l'école, ça peut être notre prochain sujet, parce qu'en France on est très en retard, et quand je vois ce qui se fait aux États-Unis, où ils arrivent à impliquer les enfants dans l'éducation en leur mettant des formats qui sont ultra ludiques, on va y revenir. Ceux qui ne sont pas formés seront en retard et n'auront aucune chance de réussir dans notre monde. Je vois que ça fait déjà plus d'1h15 qu'on a commencé, c'est passionnant, on voit pas le temps passer, c'est très naturel, on enchaîne les sujets. N'oubliez pas de vous abonner, parce qu'on va faire un podcast une fois toutes les 2 semaines, toujours avec des sujets très business, très investissement qui vont vous apporter. Donc abonnez-vous et dites-nous aussi ce que vous en pensez en commentaire. C'est important pour nous de voir si vous êtes aligné ou pas. Le but, c'est de créer le débat, hein. On ne dit pas qu'on a raison sur tout, mais on vous donne nos avis en toute transparence, de manière à faire réagir. C'est passionnant. Et on va aussi faire des actus, on va dire tièdes, avec des événements d'actualité sur lesquels on peut tomber, qui nous semblent intéressants d'un point de vue business, managérial. Et aujourd'hui, je crois que tu en as un, Roméo, sur Audemars Piguet, qui a fait une collaboration qui fait beaucoup parler avec Swatch. Bah, c'est vrai qu'on a Audemars Piguet avec Swatch, avec une proposition de valeur qui est une Audemars Piguet couleur pop à 400 €. Est-ce que on désacralise la marque ou est-ce que c'est un coup de génie? Pour mettre un peu de contexte, donc Swatch, ils ont déjà fait ça au sein même de leur maison avec la marque Omega, et ça a super bien marché. Il y avait la queue partout dans le monde, ça a fait un ramdam pas possible. Je crois qu'on a plus de 50% des ventes de la montre qui a été copiée, qui a fonctionné. Il y a eu 2 milliards de chiffres en un an. Donc c'est vraiment une bonne affaire. Maintenant, pourquoi Audemars Piguet le fait? J'ai entendu une rumeur qu'en fait, leur public féminin représente que 20% de leurs chiffres, et que du coup ils se sont inspirés des porte-clés Labubu. Peut-être que vous avez entendu parler de cette histoire. Et en fait, les femmes achetaient les porte-clés Labubu pour l'attacher autour de la hanche de leur sac Hermès. Pardon, il faut mettre une petite marionnette. C'est une petite marionnette, mais qui a cartonné en Chine, hein. Et de quelle c'est une marque? C'est une peluche, quoi. C'est une peluche, ouais. La marque, c'est Labubu. Mais on pourrait même faire toute une partie dessus. Ils ont réussi à faire un côté un peu comme t'as fait avec Majori Candle. Ok. T'achetais en fait des boîtes et tu savais pas sur quel modèle t'allais tomber. Ça donnait un effet de rareté. C'était même en bourse, hein, ça a été all-time high. C'est combien ça, cette petite peluche? Bah Labubu de base, c'est des petites boîtes autour des 20 €. Mais en fait, sur le marché de la revente, vu qu'il y avait, tu savais pas sur quel Labubu t'allais tomber. Okay. Donc en fait, tu pouvais tomber sur des Labubu hyper rares, et là, ça valait 500, 600, 800 €. Et en fait, les femmes, elles le mettaient autour de leur sac Hermès. Et Audemars, ils ont vu le succès que ça a fait au niveau du chiffre. Je crois que c'est un chiffre complètement fou, Labubu. C'est 2 milliards l'année dernière, et c'est 2 milliards qu'au premier semestre avec de 2025. Avec les peluches à 20 €? Ouais, c'est complètement fou. Ouais. Ça s'est vendu énormément. Ok. Des cartes Pokémon pour adultes. C'est un peu comme les cartes Pokémon, mais parce que tu sais pas sur lesquelles tu vas tomber. Ah, okay. Et donc ça faisait stylé parce que t'avais des modèles un peu exclusifs, et les femmes se battaient pour mettre ça sur un sac Hermès. Pour moi, il y a une grosse différence avec Audemars, c'est que Labubu, c'est Labubu. Ouais. Ils dégradent pas leur image en faisant ça. Par contre, Hermès, est-ce qu'ils auraient accepté de vendre des petits sacs Hermès en plastique à 500 € comme le fait Audemars? Je pense pas, mais je te laisse finir ta presse. Après, je te donnerai mon avis, parce que moi, je suis très bon client Audemars.
Donc ça m'a intéressé cette histoire et j'ai un avis qui est plutôt négatif. Non mais voilà, donc Audemars Piguet, en fait, ils se sont dit bon bah comment toucher les femmes, c'est que 20%, je crois qu'en chiffre d'affaires, ils sont autour des 5 milliards. Audemars Piguet, ils se disent bon bah il y a vraiment un coup à jouer avec les femmes. Moi, je tire mon chapeau quand même à la prise de risque parce que c'est un énorme risque et finalement moi je suis toujours d'accord avec les prises de risque. Donc rien que pour ça, je leur tire mon chapeau quoi. Ils vont rajeunir la marque. Ils vont féminiser la marque parce que du coup, les femmes vont le mettre autour du sac à main. C'est pas une montre que tu portes, c'est une montre de poche que tu vas pouvoir attacher à la anse de ton sac en plastique qui ressemble à la Royal Oak. La Royal Oak, c'est le modèle phare. C'est un peu comme la Nautilus chez Patek. C'est le modèle que tout le monde s'arrache, mais qui s'arrache à cause de la rareté. C'est-à-dire que le luxe, pour moi, c'est la rareté, c'est créer une barrière. Et tu rêves de ça. C'est-à-dire que Hermès, tout le monde en rêve. Moi, je pourrais acheter 15 sacs Hermès demain si je voulais, mais je ne peux pas parce que j'ai pas l'accès. Ils me donneraient jamais 15 sacs. Prix magasin, j'entends. Tu peux l'acheter au gris, mais ça veut dire marché gris. Mais ça veut dire que tu vas le payer beaucoup plus cher. Hermès, ils ont réussi à créer une désirabilité qui est exceptionnelle et bâtie sur le fait que un sac Hermès, c'est rare. Et ce que propose Audemars Piguet, c'est justement de casser cette rareté et de la rendre plus abordable au plus grand nombre. Sauf qu'en faisant ça, tu détruis l'image de marque que tu as créée pendant des années. Et moi qui ai acheté pour plus de 800 000, 900 000 euros de montres Audemars Piguet, que des Royal Oak. Parce que on rappelle qu'elles sont toutes à la banque et pas chez toi. Ouais. Donc, tout à la banque. Donc ne venez pas, regardez, j'ai une Whoop et ça me fait mal au cœur, mais je peux plus utiliser mes Audemars, mes Patek, etc. Et que des Royal Oak. Donc j'ai des extra fines, des 39 mm, des 37 mm, des 41 mm, des Skeleton, des complications. J'ai une collection de fous, elle est magnifique. Le problème, c'est que moi, ça me frustre que quelqu'un puisse, à 400 euros ou 500 euros, parce que c'est le prix du modèle Swatch, avoir cette Audemars Royal Oak qui a la même forme, qui a un petit peu la même image, alors que moi, j'ai payé ma dernière montre chez eux 250 000 euros. Donc, t'hésites à en racheter une nouvelle chez eux, par exemple? Je pense que ça m'a un peu freiné sur mes prochains achats. Et si je dois choisir entre une Patek ou une Audemars, j'aurais tendance à aller ailleurs. Parce qu'honnêtement, je sens que c'est un peu comme si nous, avec Blast, c'est compliqué d'avoir des memberships. Tu as une liste d'attente parce que on peut pas prendre tout le monde. Ça nous ferait trop d'argent à déployer. Donc, on a toujours eu un système de drop depuis le début de l'aventure. On ouvre les portes une fois par an et les gens ont 2 heures pour venir déposer leur candidature. Il y a des comités de sélection. On choisit qui rentre. Et qu'on avait fait payer à tous ces membres des adhésions. Et que là, aujourd'hui, parce qu'on veut faire du chiffre d'affaires, on va dire, allez, finalement, on enlève les adhésions, tout le monde peut venir chez Blast investir, tu vois. Bah, je trouve qu'en fait, on a fait payer des gens, on leur a vendu l'exclusivité, et puis derrière, on ouvre les portes en grand et tout le monde vient et personne. Après, ça dépend. Est-ce que soit ils ont sorti 2 millions de montres ou est-ce qu'ils ont sorti 500 montres? C'est énorme. Non, mais je sais pas si d'euros de chiffre d'affaires. Mais il y a combien de modèles qui sont sortis? C'est peut-être ça. 6-7 modèles qui sont tous combien de produits à la vente de cette collab? Ça va être des millions. Des millions. C'est-à-dire que Omega, quand ils l'ont fait... C'est pas genre il y en a 200 dans le monde. Non. Il y en a des millions. Okay. Non, c'est il y a des millions, ça fait mal. C'est en série, en plastique. Et il faut savoir que quand on parle d'Omega, qui a eu complètement raison de le faire, Omega appartient au groupe Swatch. Exactement. Donc si tu veux, ils prennent pas de risques. Et Omega, je veux pas être méchant avec eux, mais ça n'a rien à voir avec Audemars Piguet. Omega, c'est une montre classique, tout le monde les a, il n'y a pas d'exclusivité. Tu veux une Omega, tu l'achètes. Audemars Piguet, c'est au-dessus de Rolex, c'est niveau Patek, c'est vraiment des belles marques. C'est une autre gamme. C'est même plus cher. Et donc c'est la première fois qu'une marque indépendante, familiale, que je connais bien, parce que Audemars, il m'invitait même à Venise, à la Biennale. J'étais avec la famille et tout, parce que c'est toujours très familial. Avec il y a Audemars, il y a la famille Audemars, la famille Piguet. Ouais, je pense que je suis un bon client français pour mon âge. Et d'ailleurs, je t'ai envoyé chez eux parce que pour avoir une Audemars, si t'es pas introduit par quelqu'un, et tu te souviens, ils t'ont fait attendre, ils t'ont fait toute la galère, la petite expérience. Pourquoi ils te font galérer à toi et après ils vendent un truc à 500 balles? Honnêtement, je pense que ça tue la marque, ça casse la marque. La seule thèse que moi j'ai, et ça m'a été confirmé par des gens, pas chez Audemars, mais par des gens proches du business, ce serait que le groupe Swatch a proposé de racheter Audemars. Audemars a demandé un prix très élevé, à plusieurs milliards d'euros de valo, 4-5 milliards visiblement. Swatch aurait dit c'est trop cher, on veut pas les payer. Si vous voulez qu'on vous achète, il faut déjà qu'on gagne de l'argent et qu'on fasse une collab ensemble parce que ça va leur rapporter 2 ou 3 milliards a priori cette collab, donc autant dire que c'est énorme. Et parce qu'on aura gagné 2 ou 3 milliards avec cette collab, potentiellement on sera prêt à vous payer très cher pour vous racheter. C'est vraiment hypothétique, je sais pas si c'est vrai, et j'ai même pas voulu checker avant le podcast avec les CEO et tout que je connais d'Audemars.
pour pas les mettre dans une position délicate, etc. Donc c'est ma théorie, mais je pense que c'est un mauvais move parce que une marque de luxe peut se permettre beaucoup de choses, mais pas de perdre son aura. Une fois que tu as perdu ton aura, tu as perdu la désirabilité. Après, la pop, ça fonctionne quand même vachement bien. Il y a Frédéric Arnault qui avait fait un modèle avec Tag et Super Mario et ça avait cartonné. Donc la pop, ça fonctionne. Ouais, donc, mais Super Mario, il se dégrade pas en venant. Si c'est le coup de Swatch, comme tu disais, ça va être une très bonne affaire du coup. D'un point de vue marketing, c'est brillantissime. génie. Moi, j'ai pas trop d'avis, je connais rien, mais le fait qu'on en parle dira, tous et qu'on entend parler que de ça depuis des semaines déjà, c'est déjà pas une mauvaise opération. Sauf qu'ils ont même pas bien géré la vente dans les boutiques, qu'il y a eu des émeutes, des combats dans le monde entier, parce qu'en fait, il y a eu tellement d'attractions et de visibilité que les gens ont campé devant pendant 5 jours et au final, ils ouvraient pas les boutiques parce que c'était mal géré d'un point de vue sécurité, parce que il y avait pas assez de montres. Et donc, en fait, un good buzz peut très vite se transformer en bad buzz. Et je trouve que là, ils sont passés un petit peu à côté. C'est une marque que j'adore et je trouve qu'ils ont un savoir-faire de fou. Et les montres, les Royal Oak notamment, elles sont à tomber. Et j'avoue, j'ai pas trop compris ce move, mais je leur en parlerai en off. À part s'ils me boycottent et qu'ils maintenant ils me blacklistent parce que j'ai dit du mal d'eux. Il y en a, qui ont dit du mal de Lamborghini. Et ils ont eu interdiction d'acheter des Lamborghini après. Les marques de luxe, elles aiment pas trop quand tu critiques. Mais là, je le fais quand même dans un axe constructif. Si vous l'entendez, il est prêt quand même à racheter quelques montres. Si vous avez vraiment un modèle qui va faire x2, x3, une Royal Oak vraiment magnifique, avec des complexités, des complications exceptionnelles, je prends. Il est là. Mais d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. La dernière fois qu'ils m'ont appelé, ils m'ont dit Anto. D'ailleurs, la dernière montre que j'ai achetée, c'était pour Mélanie. Ils m'ont dit Anto, parce qu'on avait une petite embrouille. Il y avait eu déjà une histoire avec Audemars, il y avait eu un petit problème expérience utilisateur et donc je faisais la tête. Tu vois, je faisais la tête. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit allez Anto, on a une bête de montre, tu veux acheter? Et je dis bah ça tombe bien, je voulais en acheter une pour l'anniversaire de Méla. Je lui ai dit que je lui achèterais un jour une bête de montre et je lui dis vas-y, c'est quoi? Et il me donne le modèle. Je check sur internet, trop belle la montre, tu vois, vraiment canon. Il me dit par contre, faut que tu viennes aujourd'hui. Et donc tu vas aujourd'hui, tu dois faire une CB à 100 000, 200 000, tu vois, dans la foulée. Une goutte d'eau pour toi. Parce qu'ils savent qu'ils vont la vendre le lendemain. Ils savent qu'ils vont la vendre le lendemain. Donc, ils ont créé un business incroyable et je trouve juste ça dommage qu'ils aient fait ça de manière cheap. Et d'ailleurs, tu vois l'image de les gens se battent pour l'acheter, le revendent 3 fois plus cher à la sortie du magasin en prenant du cash. Tu vois, il y avait des images qui étaient un peu glauques, quoi. Ça faisait un peu dealer de shit dans la rue, quoi. Mais surtout qu'ils n'avaient pas dit, ils ont gardé le mystère sur est-ce que ça va être des modèles limités ou pas. Donc les gens, c'est pour ça qu'il y a eu des émeutes. Ils se sont dit en fait, je vais faire x5, x10. Et en fait, ça l'est même pas. C'est un modèle de série. Donc. Je suis curieux de voir si vous avez acheté d'ailleurs une Swatch Audemars Piguet. Dites-nous ce que vous en pensez. C'est intéressant parce que l'avis du groupe de la masse va nous dire s'ils avaient raison. Dites-nous si oui ou non vous êtes pour cette initiative d'Audemars Piguet qu'on embrasse évidemment. Peut-être un dernier sujet pour parler de la France. Est-ce qu'on peut encore réussir? À mon sens, pour réussir, les fondamentaux qui sont nécessaires, c'est l'école, c'est l'éducation, c'est comment te former, mais surtout comment croire en ton potentiel. Moi qui viens d'un milieu défavorisé, j'étais dans des lycées publics, des collèges publics, catastrophiques. Les profs, ils venaient une fois sur deux, on jouait au ballon toute la journée. Vraiment, c'était une cata. Et j'ai été très en retard par rapport à d'autres amis qui avaient plus de moyens parce qu'eux, ils allaient faire des stages, ils parlaient anglais à 13 ans, nous on parlait à peine français. Et j'ai senti vraiment que j'ai dû rattraper tout au long de ma carrière ce retard que j'avais accumulé à cause de l'école alors que j'étais premier de la classe là-bas. J'étais premier de la classe, j'avais déjà eu mon brevet parce que j'avais 16 de moyenne générale, etc. Donc je faisais partie des bons élèves parmi les mauvais, on va dire. Mais globalement, je vois que ça n'a pas évolué. Et quand je me renseigne sur l'état aujourd'hui d'éducation nationale, je suis apeuré parce que je sais à quel point on va avoir du retard. Quand je vois des Mark Rober aux États-Unis, par exemple, qui sont des sortes de profs en ligne, c'est un ancien ingénieur de la NASA qui a réussi à faire des cours éducatifs sur YouTube où il y a de la réalité augmentée, il y a du ludique, il y a des expériences qui donnent envie à des dizaines de millions d'utilisateurs. Ça fait des centaines de millions de vues, son truc. Et les jeunes vont regarder les cours de maths, vont regarder les sciences de la vie parce qu'il arrive à mettre quelque chose d'intéressant. Il va le gamifier. Nous, en France, on est assis avec un vieux bouquin dégueulasse qui a les pages arrachées où on nous raconte les mêmes choses depuis 5 générations. On t'apprend à être un mouton. C'est-à-dire que pour moi, à l'école, c'est on t'apprend à être une pipe. C'est-à-dire que
T'es derrière ton truc, tu parles pas de la journée, pendant 8 heures, tu dois écouter les conneries d'un gars qui a pas gagné un bal. Donc, je veux pas critiquer les profs, mais globalement, même les profs d'économie, notamment, ou à la fac, ils vont t'apprendre comment faire de l'argent, ils ont jamais monté une boîte. Et tu vas lever la main pour pouvoir parler, tu vas lever la main pour aller pisser. T'es comme ça, on t'interroge au tableau. Donc, en fait, le contact avec le reste du groupe, c'est la peur. T'as pas envie d'être humilié quand tu passes au tableau, alors que logiquement, on devrait t'apprendre à prendre la parole, être fier de tes idées et les assumer. T'as une manière de penser, si tu dévies un petit peu, que tu dis autre chose, on va te l'interdire. Alors que l'école, pour moi, ça devrait être un lieu d'épanouissement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents maintenant qui décident de mettre leurs enfants dans des structures un petit peu parallèles. Je suis curieux. Vous avez des enfants, moi j'en ai pas. Donc je vais vous laisser la parole sur celle-là. Mais en tout cas, si j'étais président de la République, la première chose que je révolutionnerais, ce serait l'éducation nationale. Curieux de voir comment vous le faites avec vos enfants. Oh, mais pour le coup, ça, à exécuter, j'entends la vision, elle est belle et je te rejoins, hein, mais à exécuter, littéralement en tant qu'entrepreneur, je sais pas combien il y a d'enseignants en France, mais t'imagines la misère et la tâche quasi impossible que ce serait de reformer tous ces enseignants avec ta méthode, d'adapter tous les manuels scolaires, d'adapter toute la technologie, de repenser tout et de former ces gens. En vrai, c'est juste entrepreneurialement Faut parlant, tout détruire. businessment parlant, une tâche pharaonique qui est très très loin d'être à notre niveau. Et même si tu mets le meilleur entrepreneur possible pour faire ça à l'échelle nationale, c'est pas sûr qu'il y arrive. Deux, ça coûtera sûrement des dizaines, c'est pas des centaines de millions, voire des milliards probablement. Milliards. Et trois, ça va prendre longtemps. Donc j'adore ta vision, je suis d'accord, mais en vrai, elle marche dans les écoles privées. Pourquoi ? Parce qu'à mettre en place, juste, c'est trop dur de le faire à l'échelle nationale. C'est pour ça que tu as des écoles de fous qui existent, notamment aux US avec des modèles très différents. Mais c'est 50, 70, 80 000 l'année. Parce que juste, c'est super complexe à mettre en place. Et tu parlais de l'argent des enseignants qui font un super boulot et heureusement qu'ils sont là. Et je trouve que le problème sur leur salaire, c'est pas tant qu'ils ont jamais appris à faire de l'argent. C'est le peu qu'ils sont payés pour la valeur qu'ils sont supposés créer, tu vois. Et donc, si tu veux des enseignants encore bien meilleurs, ça veut dire que tu dois les payer encore plus cher, les former davantage. Et en vrai, le pays n'a pas les moyens, on le sait. Donc, pour moi, ça me paraît presque insoluble ce que tu dis. C'est-à-dire, j'adore la vision, mais je sais pas comment on peut le Quand faire. tu vois l'argent qu'ils dépensent à l'Assemblée nationale, au Sénat, pour faire voter des gars alcoolisés qui vont juste bouffer le midi, qui vont s'engraisser pour voter des centaines de lois, je pense qu'on ferait mieux de mettre des milliards dans l'éducation nationale. J'en parle dans mon livre d'ailleurs, mais moi, quand on me faisait faire de la flûte à bec 2 heures par semaine, je vois pas à quoi ça m'a servi de faire de la flûte à bec. Quand tu vois l'intelligence artificielle qui Sur le arrive... cerveau, c'est magnifique de faire de la musique. Ah ouais? Ouais, ça fait que tu as une neuroplasticité, etc. Si vos enfants font de la musique jeunes, ils ont plus de chances de devenir des génies. Mais nous, Mais oui, la le flûte, niveau qu'on la- fait de la musique... de devenir des génies, quoi. Ok, bon, on sait que t'es pas un génie, du coup, Ouais, c'est bah, fini. non, mais après, c'est sûr, parce qu'alors avec ma flûte, il y avait juste de non, la mais baffe qui sortait. C'est du quand truc. t'es jeune enfant, c'est vrai que la flûte à bec, ça doit être en 6e, 5e, donc le cerveau est déjà bien avancé. Ouais. Mais avant de tout péter, reconstruire, rien que l'intelligence artificielle. Mais ça fonctionne en Islande, ils sont en train de le faire. Hein. Maintenant, les profs pour les élèves, ils ont donné Claude à chaque professeur pour en fait faire des cours particuliers pour chaque élève. Et ça, c'est incroyable. Hein. Et donc ça marche. Après, c'est un plus petit pays, mais ça veut dire que ça va fonctionner. Et c'est le scale qui est dur. Tu vois, on parle vraiment d'une entreprise. Juste le scale, il est Mettre un très agent compliqué. IA à chaque enfant, c'est pas très compliqué. Mais Avec c'est les ça. smartphones et les ordinateurs, tu mets un agent IA, tu fais des partenariats avec Claude, ChatGPT, peu importe. Ce qui fait la différence, il y a des études qui le montrent, hein, c'est qu'un enfant qui a un professeur particulier, il a 98% de chances en plus de réussir. C'est-à-dire que celui qui peut se payer un bon prof, qui le soir ou le week-end va lui expliquer le cours une deuxième fois en one-one pour y passer plus de temps, il surperforme très largement l'écolier qui, malheureusement, n'a que la prof où il y a 35-40 élèves parfois. Et aujourd'hui, avec Je vais dans ton l'intelligence sens, artificielle, Anto. ça coûte rien. C'est l'étude des 2 sigma. Enfin, tout le monde devrait la lire. C'est peut-être l'une des plus belles études qui existent. C'est qu'en gros, un enfant qui a 10 de moyenne générale, en fait, s'il a un prof particulier pendant 5 jours par semaine, bah forcément, il va avoir un 18, 19. Donc, c'est-à-dire que même un enfant moyen, juste avec des cours, peut devenir brillantissime et rentrer dans toutes les universités. Mais aux US, là, il y a un C'est un peu ce que tu milliardaire là, de disais, la quoi. tech, je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié. Bref, il a dédié sa vie et des milliards à créer cette école là, ça s'appelle Alpha School. Et c'est 70 ou 80 000 l'année. Et les mecs, les enfants, ils étudient 2 heures par jour, sauf que la nuance, c'est qu'ils sont accompagnés par une IA qui leur adapte leur programme et l'évolution en fonction de leur niveau. Et ils n'ont pas le droit de passer au niveau d'apprentissage d'après tant qu'ils n'ont pas un taux de réussite de 90%. Résultat, tu as des mecs dans son école qui ont 5e ou un niveau terminal. Ça Et m'étonne oui, pas. c'est incroyable. Mais combien il a investi le mec ?
Le mec, c'est un vrai entrepreneur. Il a monté une boîte qu'il a vendue des milliards. Il a passé 20 ans de sa vie. Il a investi personnellement quelques milliards pour avoir une école où il y a quoi? 100 gus? 200 gus? Juste, j'adore la vision, mais Ouais, at mais- scale, c'est pas Mais possible. malheureusement, quand tu vois que c'est ce qui marche, Alexandre Legrand, il avait Aristote en professeur et c'est comme ça qu'il a réussi à créer sa pensée. Bernard Arnault était connu, en tout cas c'était la rumeur, pour faire les devoirs avec ses enfants. Et les pauvres doivent avoir quelqu'un qui les accompagne. Et aujourd'hui, quand tu vois qu'une intelligence artificielle peut t'aider, peut parler avec un enfant, je trouve ça exceptionnel. Et c'est un des bienfaits de l'IA. Et d'ailleurs, même Duolingo, qui était vendu assez cher, je crois que c'était 500 balles à l'époque par an. Maintenant, c'est tombé à 100 euros parce qu'il sait très bien que GPT, ça va C'est la coûter 20 Valo, balles. ouais. La Valo, elle était à 500 milliards, elle est tombée à 100. Ah, ouais. c'est la Valo. Ouais, ouais. Oh, Il faudrait ça que- fait Ah mal oui, quand même. donc elle a baissé, Ah, la faudrait que je Valo a regarde. baissé. Bah, t'as plein de boîtes comme ça, de toute façon, qui sont en train de se faire manger par l'IA. Quand tu vois Figma, pareil, qui était un outil de design web designer qui était incroyable. Quand t'as Claude Design qui est sorti, le cours de bourse, il a fait la gueule. Hein. C'est normal. Le truc, Même tu lui les, dis ce que tu les veux faire. apps qui disaient je peux gérer votre patrimoine ou vous pouvez mettre combien vous avez de patrimoine en le reliant au compte. Aujourd'hui, ChatGPT aux US, tu peux relier à toutes tes banques et ça te fait un classement patrimonial de tout ton argent avec des beaucoup mieux recos et fait que tout. n'importe quel SaaS qui se vendait. Petit fact-check, en fait, c'était $500 le prix de l'action, elle est tombée à 100. Ok, C'est bon, quand ça. même une belle division, ouais, voilà. Mais c'est c'est pour être l'équivalent précis. Valo, ça fait C'est mal. pour Ouais. être précis, ouais. Voilà. Bon, si on conclut, parce que là, on a passé un bon moment à prendre plein de sujets, Ouais. on s'est un peu évadé, on a divagué, c'était passionnant ce premier épisode. Est-ce qu'on peut conclure, selon vous? Est-ce qu'on peut toujours réussir? Est-ce qu'on peut toujours devenir riche en partant d'en bas, évidemment? Parce que si tu viens avec 100 patates en poche à 18 ans, c'est pas du jeu, tu nous intéresses pas. Là, on parle au peuple, comme nous. Est-ce que vous pensez encore qu'il est possible de réussir en France avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui? Moi, je trouve que oui, déjà, vous en êtes la preuve. Tu vois, et en plus, il y a quand même un marché, il y a une classe moyenne. L'euro est fort. C'est pas comme si t'es au Chili ou au Liban. Les gens font confiance à Internet. Ils hésitent pas à dépenser sur Internet. Toi, demain, tu peux être bancarisé en 3 minutes, ou ouvrir un compte Stripe en 3 minutes. Donc, techniquement, tu peux être partout en France en slip devant ton ordi. Tu peux faire de l'argent. Et maintenant, tu peux même coder avec l'IA qui code mieux que n'importe quel ingénieur. Donc, en fait, t'as pas vraiment d'excuses. Ça va être difficile, mais c'est clairement possible. Oui, je te rejoins en Limite, plein. Hein. en entrepreneur, c'est la meilleure période pour devenir entrepreneur. Ouais, je suis d'accord. Je te rejoins en plein. Je trouve que c'est un super pays pour se lancer, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que t'as rien. Tu peux avoir un chômage d'une précédente aventure, décider de te lancer entrepreneur et pendant 2 ans, t'es full chômage. Si t'as jamais été employé comme moi, j'ai fait stagiaire, direct entrepreneur, j'ai eu un RSA. Tu veux lancer ta micro-entreprise, c'est facile, t'es pas très taxé, c'est tout digitalisé. Je trouve que c'est un fabuleux pays pour se lancer. Ensuite, dès que tu commences à crever quelques plafonds avec ta boîte 1 million de CA, 5 millions de CA, bah, c'est beaucoup plus dur qu'ailleurs. Effectivement, moi, je trouve qu'il y a des pays dans lesquels c'est sûrement plus simple. Mais je rejoins Roméo. C'est un pays qui est bancarisé. On est 70 millions. Les gens sont très éduqués à Internet. Ouais, je pense que... Enfin, je pourrais pas dire c'est pas un pays où tu peux réussir si on l'a fait. Tu vois, je pense pas que... Pas Superman, tu vois. Donc, si on l'a fait, tout le monde peut le faire, je pense. Pragmatiquement, vous avez raison, mais je suis obligé de m'inscrire en faux et de dire non. T'es pas obligé. On m'a trop tapé dessus. T'es pas obligé. On m'a trop tapé dessus, ça a été trop dur et je pense qu'il faut faire attention à l'erreur statistique que nous on représente. Parce que je pense qu'on est une erreur statistique et c'est pas parce qu'on a réussi à faire quelque chose que d'autres peuvent le faire aussi facilement. Je pense sincèrement que c'est possible de commencer, mais que sur le long terme, les très bons entrepreneurs ne resteront pas. Et quand je parle avec les Français de la Silicon Valley, toutes les stars que j'ai, les gens quand je trouve vraiment des stars, ils sont pas là. Donc oui, c'est possible. Et moi, je suis pas une star. Je suis plutôt un entrepreneur moyen, c'est-à-dire que j'ai pas fait des grandes écoles, j'ai pas des skills particuliers, c'est-à-dire que je suis pas un excellent codeur dans l'intelligence artificielle, j'ai pas fait un diplôme incroyable qui fait de moi quelqu'un d'unique, je travaille pas dans le nucléaire, dans le quantique. Donc moi, j'ai ma place en France dans le sens où je vais struggle, tu vois, je vais combattre pour réussir. Mais les gens très brillants, et si vous êtes très brillants, vous devez quitter le pays parce que c'est pas ici que vous allez gagner de l'argent. On parle de quoi? 100 personnes, 200 personnes, 500 non, il y a plein personnes, de gens qui sont uniques. Si vous êtes unique et que vous avez la chance de parler anglais, d'ailleurs, je vous invite tous à très bien parler anglais très tôt, vous avez tout intérêt à partir. Tous les très très bons entrepreneurs que je vois, ils sont aux US. Et toi-même, tu le sais, quand on fait des pitchs, les meilleurs pitchs qu'on a, c'est des Américains. C'est-à-dire que tu fais pitcher un Américain de 18 ans avec un Français qui a 45 ans. Le Français de 45 ans, on dirait un débutant à côté. Et globalement, il y a des contre-exemples, évidemment, mais on a fait des centaines de pitchs. On a des milliers de dossiers qu'on reçoit chaque mois. C'est énorme.
le niveau, mais tu peux pas comparer. Tu peux même pas comparer. Donc, si tu es très bon et que tu as la dalle, si tu veux faire du sale, en gros, si vraiment tu veux peser des centaines de millions, des milliards, c'est pas en France. Si tu veux juste être un petit millionnaire, et il n'y a pas de honte à ça, tu vois, genre tu veux faire petit, reste en France. Et c'est très cool. En France, tu vas faire 5, 10, 15. Non, mais, et encore une fois, chacun ses objectifs. Ce qui compte, là, on va parler beaucoup d'argent, mais si on a, c'est de faire de la flûte, c'est cool. Tu vois, si t'aimes faire de la flûte, si tu veux être jardinier, c'est super. Fais des super jardins. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu le fais au max de ce que tu veux faire. C'est-à-dire, moi, je suis pas jardinier du tout, je suis nul manuellement, je suis catastrophique, je sais pas visser un truc. Mais si j'avais été manuel, j'aurais essayé d'être le meilleur manuel possible pour aller pour pousser mes limites. Mais globalement, si tu veux être très riche, c'est pas en France. Donc si je résume, moi, à mon avis, c'est si tu veux réussir moyennement, la France, c'est quoi cool. moyennement? Quantifié. Moyennement, c'est 15 millions max. Voilà, moyennement, on y est. C'était important de quantifier parce que je pense réussir moyennement pour beaucoup d'entre nous, c'est gagner 5 000 euros par mois. Non, mais dans le business, je veux dire, tu vois, pas réussir moyennement en tant que salarié ou quoi. Si tu veux réussir patrimonialement, donc être un entrepreneur et avoir 15 millions, tu peux le faire en France. Si tu veux plus de 15 millions, ce sera extrêmement compliqué pour toi de rester en France et ce serait même bête de le faire si tu es pragmatique. Et je parle uniquement d'un point de vue financier, pas d'un point de vue valeur morale, parce qu'il y en a aussi qui veulent soutenir leur pays et c'est complètement OK. Et je trouve même ça beau. Et l'autre jour, on était avec des membres Blast à la base de Saint-Dizier, avec des pilotes de Rafale qui risquent leur vie et qui nous expliquaient combien ils gagnent et le commitment que c'est. Ça passe avant leur famille. Quand t'en parles, tu te dis, moi, c'est avant ma famille, c'est le pays. C'est-à-dire que si je dois partir en mission, je monte dans mon Rafale, on doit voler minimum 3 fois par semaine, etc. J'avais une admiration profonde pour ces gens-là. Je me dis parce qu'ils ont décidé de se battre pour leur pays et je trouve ça incroyable. Moi, j'ai pas cette envie pour différentes raisons de mon passé ou de ce que j'observe. Il n'y a pas de manque de respect, mais si tu veux vraiment réussir, je pense pas que ce soit en France que tu puisses le faire. Évidemment, il y a des contre-exemples qui vous diront que c'est possible, qui vont y arriver. Mais moi, la masse, je viens de tout en bas. J'ai aucun de mes potes qui a réussi. Et pourtant, j'avais des gens plus intelligents que moi. Je pense qu'il y a une vraie part de chance, qu'on a eu de la chance, qu'on a évidemment mérité notre travail. Je dis toujours TTC, travail, talent, chance. Dans cet ordre-là. D'abord, tu as le travail, c'est la priorité. Ensuite, il te faut un talent. Il n'y a pas à chier, il te faut un talent. Et après, tu as cette part de chance. Et je sais que j'ai eu de la chance dans le momentum, dans les trends, sur plein de petites choses qui se sont alignées. Il y a des gens qui auraient dû mériter plus que moi. Et c'est pour ça que je comprends parfois des entrepreneurs qui disent « Ah, Anthony, c'est pas juste et tout ». Je les comprends parce que peut-être que c'est de meilleurs entrepreneurs que moi. Mais c'est la vie. Tu vois, cette chance, c'est aussi à toi de la déclencher. C'est pas en restant dans ton salon que tu vas la générer. Personne va venir taper à ta porte. Donc voilà, la France, pour moi, c'est compliqué. J'espère sincèrement que ça va s'améliorer. Mon pari, c'est que la France va faire faillite ou en tout cas être dans une situation dramatique dans les 10 ans qui arrivent. Il y aura des guerres civiles, ça va être très compliqué. Et sera obligé dans 10 ans, de mettre en place un plan d'attractivité fiscale et nous demanderons à nous les riches de revenir et ils nous diront « vous paierez pas d'impôts pendant 10 ans ». J'en suis persuadé. Et ils feront comme la Grèce, comme l'Italie. Tu reviendras alors? Je reviendrai à ce moment-là. Je reviendrai pour aider mon pays parce que je suis un patriote. Mais sans payer d'impôts. Mais sans payer d'impôts. Allez, on vous laisse là-dessus. Allez, on vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Inscrivez-vous. On vous sort une autre pépite très bientôt.